Donc, plus sérieusement, je vais effectivement parler avec vous ce soir de thématiques qui malheureusement sont autour de nous constamment. La pandémie aura été une parfaite occasion de voir cette méfiance et cette défiance grandissante vis-à-vis de la science en général, de la médecine en particulier. Mais comme on va le voir dans ma conférence ce soir, il y a malheureusement plein d'autres exemples. Donc je vais vous parler de la science en accusation, point d'interrogation, essayer de comprendre ce qu'est la perception, les attitudes de la science, des scientifiques, et puis surtout voir le lien avec la désinformation et avec le complotisme, qui est l'une de mes thématiques de recherche. Ça fait une quinzaine d'années que je travaille sur les croyances collectives, donc sur les croyances collectives en général, sur les rumeurs, le complotisme, la superstition, de manière plus particulière. Et donc j'avoue que depuis quelques années, la thématique du complotisme fonctionne très bien pour moi. Je suis assez content pour ma petite boutique de chercheur. Là où c'était parfois un peu difficile il y a encore quelques années de placer un article ou d'obtenir un financement, bizarrement, la pandémie a, je dirais malheureusement tout de même, aidé sur cette thématique. Alors, pour commencer quand même, je voudrais revenir un petit peu en arrière. Parce que quand on m'a proposé de venir faire une conférence sur la désinformation aujourd'hui, et notamment sur cette idée que la science serait aujourd'hui mise à mal, que la science serait attaquée, qu'on ne pourrait plus faire confiance à nos grands scientifiques, je me suis dit qu'il était important tout de même de faire un petit retour historique. Alors je ne suis pas historien, donc je vais simplement et très rapidement, en quelques diapositives, revenir un petit peu dans le passé pour vous montrer que finalement, il y a une critique de la science qui est presque consubstantielle à son existence. Autrement dit, la défiance vis-à-vis de la science, elle ne date pas de la pandémie, elle ne date pas d'aujourd'hui. On peut remonter très loin, je vous rassure, je vais aller très très vite. Mais si on va dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge, rappelez-vous vos cours d'histoire, dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge, les premiers philosophes, ceux qui vont faire œuvre de science, sont immédiatement et systématiquement critiqués par les autorités religieuses ou mystiques. C'est-à-dire que dès le départ, en quelque sorte, dès le départ de l'invention de la méthode scientifique, des premières découvertes scientifiques, eh bien, il y a déjà des groupes sociaux, des groupes religieux, plus tard des groupes politiques, qui vont attaquer cette science et ces scientifiques. Si on saute un petit peu par grandes périodes, à la Renaissance et à la Révolution scientifique, donc 16e siècle, 17e siècle, vous avez derrière moi des noms que vous connaissez parfaitement, des noms célèbres de grands scientifiques, Copernic, Galilée notamment, et vous vous souvenez là aussi que leur conception, en opposition directe avec la religion, évidemment, leur a valu quelques petits ennuis. C'est un doux euphémisme de dire ça comme ça. Si on saute encore, on arrive à l'âge des Lumières. Eh bien, même pendant l'âge des Lumières, nous avons Darwin ici, que vous reconnaissez, le célèbre tableau. Darwin qui publie en 1859 son fameux ouvrage « L'origine des espèces » et qui est directement, lui aussi, critiqué. Alors, par l'institution religieuse, mais également par une partie de la population de l'époque. Alors, au passage, Darwin a un cas un petit peu particulier, entre guillemets, parce qu'il est toujours critiqué aujourd'hui. Alors que quand même, des gens qui critiquent Copernic ou Galilée, c'est un petit peu moins courant. Enfin, déjà, il faudrait que tout le monde soit au courant de ce qu'a dit Copernic ou Galilée. Alors que Darwin, encore aujourd'hui, il est critiqué. On pourra peut-être en discuter tout à l'heure sur les raisons de cette critique. Mais vous avez donc ce scientifique, ce savant-là, qui a été à l'origine d'une grande méfiance ou d'une grande défiance. Si on se rapproche les temps modernes, donc 20e siècle, je vous ai ici mis juste deux exemples. Le premier exemple, c'est le lien entre cancer et tabagisme, entre tabagisme et cancer. Et on sait que lors de ces premiers travaux, au milieu des années 50, on a l'industrie du tabac, bien entendu, qui va lutter très fortement contre ces premiers travaux scientifiques, quitte à parfois acheter d'autres scientifiques, à créer des contre-feux scientifiques. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite, alors malheureusement Noël vient de passer, mais bon, pour la prochaine année, rajoutez sur votre liste ce merveilleux livre de Robert Proctor qui s'appelle « La conspiration des industriels du tabac, Golden Holocaust », qui raconte parfaitement
comment dans les années 50, l'industrie du tabac a lutté contre les premiers résultats scientifiques qui établissaient un lien direct entre le tabagisme et le cancer des poumons. Robert Proctor, c'est l'inventeur, c'est le père fondateur de ce qu'on appelle l'agnotologie. C'est la science du doute. Parce que ce qu'il montre dans son livre, permettez-moi une petite incise, ce qu'il montre dans son livre, c'est que les industriels du tabac dans les années 50, aidés par des communicants et des publicitaires, ont eu l'intelligence, mettez des guillemets, à ne pas lutter contre les résultats scientifiques, contre la science, mais à utiliser la science et à utiliser les résultats scientifiques. Autrement dit, dans les années 50, ce que l'industrie du tabac va faire, c'est payer des scientifiques, attention, pas de la corruption, payer des scientifiques pour qu'ils réalisent des travaux, pour qu'ils montrent que d'autres éléments sont cancérigènes, pour qu'ils montrent que si on est une femme ou un homme, on n'a pas la même probabilité d'avoir un cancer à propos du tabac. Autrement dit, semer le doute, créer de la connaissance pour entretenir le doute. Et vous voyez qu'on entre dans l'ère moderne, on entre dans une forme de désinformation. On n'attaque plus frontalement la science, on ne dit plus que les scientifiques sont nuls. Au contraire, on utilise la science pour mélanger les repères. Et ça, on l'a parfaitement vu, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, pendant la pandémie. J'imagine que si je vous cite le nom d'un grand professeur de médecine qui aurait un léger accent marseillais, tout le monde dans cette salle voit de qui je veux parler. Et on aura l'occasion tout à l'heure peut-être de voir comment il a mélangé un peu un certain nombre de frontières qui a pu conduire, pour une partie de la population, à brouiller les pistes entre connaissances scientifiques validées par la communauté scientifique et par le consensus et sa propre idéologie. On a aussi plus récemment, plus proche de nous, début des années 80, avec le VIH, le sida, et toutes les premières théories du complot qui vont émerger sur soit l'origine de cette maladie, soit même qui vont nier cette maladie qui n'existerait pas. Alors, en fait, on constate, si je reprends un peu toutes ces périodes, je pourrais presque passer une conférence sur chacun de ces éléments-là et d'autres, que la science a été régulièrement contestée à travers l'histoire, souvent par des forces extérieures à la science. Ces groupes étaient des groupes religieux, des groupes politiques, des groupes sociaux. Alors qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des thématiques sur lesquelles il y aurait une forme de défiance ? C'est une question purement rhétorique, bien entendu. J'ai ma réponse, vous avez aussi la même réponse que moi. Nous avons vécu la même pandémie et je vous avoue que ça a été un accélérateur de théories du complot, rumeurs et défiance vis-à-vis de la science et des scientifiques. Alors si je faisais un petit top 4, bon, normalement, ça se fait en fin d'année à la télévision. Vous me permettrez mon petit décalage. Mais le top 4 de la défiance scientifique aujourd'hui, mesdames et messieurs, on obtiendrait le scepticisme climatique. Alors, j'aime pas trop le terme de scepticisme, d'ailleurs. J'aime pas trop j'aime pas l'expression climato-sceptique ou climato-scepticisme, parce que ça induit l'idée qu'il y aurait un doute raisonnable, une forme de pensée rationnelle liée aux sciences du climat. Donc je préfère l'idée de dénialiste, je préfère parler de dénialiste par exemple, que de climato-sceptique. Mais globalement, on a sur ce premier thème, le réchauffement climatique pour aller vite, on a un certain nombre de campagnes de désinformation, alors plus ou moins commanditées, plus ou moins organisées, qui sont l'œuvre depuis maintenant déjà un certain nombre d'années. Deuxième thématique, la méfiance vis-à-vis des vaccins, avec ce qu'on a appelé le mouvement anti-vax, donc qui a gagné évidemment énormément de terrain pendant la pandémie, qui se développe lui essentiellement sur les réseaux sociaux numériques. Et puis on a évidemment la Covid-19, alors même si elle est entre guillemets derrière nous, en tout cas l'épisode pandémique est derrière nous, mais la Covid-19 est toujours là, est toujours présente, et les théories du complot qui ont été à l'œuvre sont encore prégnante. J'en parlerai tout à l'heure. On pourrait aussi citer les OGM, les organismes génétiquement modifiés, et je pourrais encore faire une liste très très longue de ces thématiques scientifiques qui sont
de ces thématiques scientifiques dont le grand public se saisit. Parce que vous voyez que si je vous parlais là, je ne sais pas moi, du théorème de Gödel, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un veut qu'on discute ensemble du théorème de Gödel? Alors, je préférais qu'il n'y ait pas de mathématiciens dans la salle et que personne me dise oui. Je serais moi-même bien embêté pour en discuter. Mais vous voyez que si, par exemple, avait été annoncée ce soir une conférence de 2 heures sur le théorème de Gödel, pas bien certain que tout le monde aurait été là. Par contre, si je vous dis que ce soir, on va parler des OGM, alors là, je suis sûr que dans la salle, tout le monde a un avis. Si je vous dis qu'on va parler des vaccins, tout le monde a un avis. Si je vous dis qu'on va parler du climat, tout le monde a un avis. En plus, regardez, mon bon monsieur, ma bonne dame, il fait froid ce soir, on est en hiver, alors il est où le réchauffement? Tout le monde a un avis sur ces thématiques-là, qui sont des thématiques scientifiques, mais qui sont des thématiques que le grand public, c'est qui le grand public? C'est vous, c'est moi. Des thématiques dont le grand public s'empare et souhaite discuter. Vous vous souvenez, pendant la pandémie, on a découvert que plus de 60 millions de Français étaient virologues. Puis après, avec la guerre en Ukraine, que 60 millions de Français étaient stratèges en défense, etc. Bon, sur ces thématiques, on voit que le grand public se saisit d'objets qu'il pense pouvoir comprendre et analyser. Petite parenthèse, tout de même, je ne suis pas en train ici de dire que le grand public n'a pas le droit de s'exprimer sur des objets scientifiques. D'accord ? Vous avez parfaitement, nous avons collectivement parfaitement le droit d'exprimer notre avis sur les OGM, sur l'utilisation des OGM. Nous avons parfaitement le droit de mobiliser nos députés pour créer des lois, pour favoriser ou au contraire pour interdire les OGM. Donc nous avons parfaitement, évidemment, le droit de se saisir, de nous saisir de ces objets scientifiques. Ici, ce n'est pas de ça dont je vais parler ce soir. Ce n'est pas l'engagement citoyen. C'est tout ce qui relève de la désinformation liée à ces objets scientifiques qui vise à promouvoir une idéologie de groupe dont je vais parler tout à l'heure. J'avance déjà beaucoup trop vite. Alors, si on regarde un petit peu les tendances actuelles sur la désinformation liée à la science, je vous ai mis ici quelques données de sondages ou de grandes enquêtes. Alors on voit par exemple que chez les Américains, la confiance dans les scientifiques continue de décliner. Regardez sur les effets positifs, d'accord, de la science sur la société. Entre 2019 et 2023, on a perdu 16 points. On est passé de 73% à 57%. Donc il n'y a plus qu'à peu près la moitié des Américains qui pensent que la science a un effet bénéfique sur la société, en simplement quelques années. Si on regarde plus spécifiquement sur la question du climat, les Américains continuent de douter de la compréhension du changement climatique par les climatologues. Ça veut dire qu'avant même de douter éventuellement du réchauffement climatique, un grand nombre d'Américains, regardez, pensent que les climatologues ne comprennent pas parfaitement le climat. C'est-à-dire qu'ils pensent que les scientifiques ne maîtrisent pas parfaitement leur objet de recherche. Alors vous allez me dire, oui, mais ça, ce sont les Américains. Nous sommes en Europe, nous sommes en France. Alors effectivement, petit point positif tout de même, les études qui portent sur la France, ici je vous ai repris une étude de l'IFOP, une des plus récentes, donc qui date de 2022, sur le rapport des Français et des Françaises à la science et au progrès scientifique. Donc on note que les Français ont une excellente image de la science. Donc ça c'est quand même assez positif, pays des Lumières, de grands scientifiques. Donc les Français de manière générale ont une bonne image, une excellente image de la science. Mais, et moi c'est ça qui m'intéresse, si ils ont une image positive de la science, ils ont une image beaucoup plus nuancée des scientifiques. La science avec un grand S, c'est bien. Les scientifiques, c'est plus discutable. Regardez, 57%, plus de la moitié des Français interrogés dans ce sondage doutent de l'indépendance des scientifiques. Plus de la moitié des Français interrogés considèrent que les scientifiques ne sont pas indépendants. Et si on va même plus loin, sur la question de la confiance,
Si on prend les sympathisants de partis dits contestataires, donc le Rassemblement national et la France insoumise pour aller vite, en tout cas dans ce sondage-là, on note qu'il y a 71% des sympathisants du Rassemblement national et 77% des sympathisants de la France insoumise qui considèrent que les scientifiques ne sont pas dignes de confiance. Plus de 2/3 qui accusent à demi-mot les scientifiques, évidemment, de manipulation, de trucage, éventuellement de corruption, puisqu'on considère qu'on ne peut pas leur faire confiance. Donc vous voyez que déjà ici, il y a un paradoxe qui est intéressant, c'est que, alors je n'ai pas passé tous les pays du monde, mais toutes les enquêtes vont dans le même sens, il y a une méfiance plus ou moins grande envers la science, mais globalement, en tout cas dans les pays industriels, une image assez positive de la science. Par contre, depuis maintenant une dizaine d'années, et encore plus depuis 5 ans, ce qui se dégrade, c'est l'image des scientifiques. C'est l'image de ceux qui font la science. Parce qu'il est évidemment extrêmement difficile d'attaquer la science avec un grand S, d'attaquer la méthode scientifique, mais si les résultats ne vont pas dans le sens de vos croyances, alors il est plus simple d'attaquer ceux qui produisent ces résultats-là, en les accusant d'être corrompus, en les accusant de manipuler l'information, en les accusant de ne pas être indépendants, en les accusant de tout ce que vous voulez. Alors, ça passe très vite et je parle beaucoup. On reviendra peut-être plus tard sur une série de facteurs qui influencent la méfiance envers la science. Je vais laisser ça pour l'instant de côté. J'y reviendrai certainement dans vos questions plus tard. Je voudrais maintenant faire un lien avec la désinformation. Parce que là, je viens de vous expliquer que pour un certain nombre de groupes, pour un certain nombre d'individus, ce n'est pas la science qui interroge, ce sont les pratiques des scientifiques. Et notamment, on accuse ces scientifiques de manipuler, de truquer leurs résultats. En faisant ça, souvent, les personnes, les groupes qui sont à l'origine de ce type de discours manipulent eux-mêmes l'information. Alors, il ne vous aura pas échappé avec la pandémie que, outre cette défiance vis-à-vis de la science, deux autres mots sont arrivés sur le devant de la scène, le complotisme et les fake news. Il faut dire que peut-être futur président des États-Unis d'Amérique a aidé à la mise en avant de ce terme, fake news, alors qui n'est pas nouveau. Hein. Déjà, au début du siècle dernier, Marc Bloch, un historien, parlait des fausses nouvelles, des fake news, à propos de la Première Guerre mondiale, et expliquait que la Première Guerre mondiale était la première guerre où les États utilisaient les fausses nouvelles, qu'il s'agissait de déstabiliser la population, le front, les ennemis, à travers des fausses nouvelles, des rumeurs de guerre. Donc vous voyez que les fake news n'ont pas attendu Donald Trump pour exister. Il n'empêche que la pandémie aura mis en avant cette idée de fake news, de fausse information et de manipulation de l'information. Mais là aussi, si on reprend le passé, il y a toujours eu de la manipulation de l'information. Regardez ici, vous avez une pièce dans l'Empire romain. Si les pièces étaient frappées de cette manière-là, c'était pour manipuler l'opinion publique et essayer d'une certaine manière de leur faire passer un certain nombre de messages. Les lettres ici qui entourent la tête de l'empereur indiquent ses caractéristiques, ou en tout cas ce qu'on voudrait que l'on retienne de cet empereur-là. Donc, dès l'Antiquité et ensuite à chaque période, des gouvernements, des groupes politiques ont cherché à manipuler l'information pour manipuler l'opinion, pour manipuler les foules, les masses, les individus. Plus près de nous, parce que là aussi je ne vais pas vous refaire une histoire, mais plus près de nous, on a les guerres mondiales, la guerre froide, le Brexit, les Macron Leaks, si vous vous souvenez, les élections américaines, et on va encore avoir certainement les élections américaines, la Covid-19, etc., etc. Mais ce qui a changé entre notre empereur romain et aujourd'hui, c'est beaucoup de choses, mais c'est notamment une chose qui a eu un impact extrêmement important dans la désinformation et dans la méfiance, dans la défiance vis-à-vis des sciences, c'est Internet. C'est Internet et les réseaux sociaux numériques.
Parce qu'à l'époque de l'Antiquité, ou même après, même pendant la guerre froide, les informations mettaient un certain temps à se diffuser, à se transmettre. Rappelez-vous, pendant l'époque soviétique, la manipulation des photographies, lorsqu'on faisait disparaître, ça rappellera certains cours d'histoire, quand on faisait disparaître une personne des photographies à côté, par exemple, de Staline, etc., ça mettait du temps. Il fallait des gens qui étaient spécialisés pour faire ça. Aujourd'hui, il vous faut ça. Pas beaucoup de connaissances et 10 secondes pour être capable de truquer plein de choses et de diffuser tout autant de choses très rapidement et instantanément. Alors, évidemment, Internet, je ne suis pas ici en train de vous dire ce soir, mon Dieu, c'est le mal absolu. Boutez hors de ce royaume cet élément-là. Non, Internet, ça a été un outil, je l'ai mis ici, de libération de la parole, d'accès à la parole. On a vu ce qui s'était passé dans certaines dictatures où des gens ont pu montrer la réalité de la répression grâce aux réseaux sociaux numériques, en diffusant en direct des répressions de manifestations, des cas de torture, de meurtre. On a vu dans le cas de la libération de la parole avec le mouvement MeToo l'importance des réseaux sociaux numériques pour accéder à cette parole-là. Donc Internet, c'est un magnifique outil et dans le même temps, Internet, ce n'est pas qu'une magnifique ouverture sur le monde. Parce que dans le même temps, Internet, c'est ce que j'ai écrit ici, c'est une forme de repli sur soi. Et c'est un peu un paradoxe, c'est-à-dire que ce que vous avez dans votre poche, parce que si je vous demandais là, tiens, on va faire un test, vous pouvez lever le doigt si vous avez un smartphone sur vous, c'est-à-dire qui vous permet de vous connecter à Internet sur vous, vous pouvez lever le doigt juste pour que je vois. Donc vous avez pratiquement toutes et tous ici accès à des informations incroyables. D'ailleurs, je suis sûr que vous ne m'écoutez pas, mais que vous êtes toutes et tous en train d'attendre la constitution du futur gouvernement français. Je vois bien votre interrogation. Et ce qui est incroyable, c'est que au moment où l'information sera connue, nous y aurons toutes et tous accès, quasiment en même temps. Donc cet outil est une formidable ouverture sur le monde. Et dans le même temps, c'est le paradoxe, c'est aussi un parfait repli sur soi. Parce que si vous êtes abonné à un réseau social numérique, je ne sais pas, Facebook, bon, désolé pour les plus jeunes, hein, mais Facebook, c'était un réseau social à mon époque, que j'utilise encore. Mais Facebook, Twitter, X, pardon, comme on dit aujourd'hui, TikTok, Instagram et j'en passe. Si vous êtes abonné à un réseau social numérique, je suis quasiment sûr que sur ce réseau-là, vous vous êtes entouré de personnes qui pensent comme vous, de personnes qui aiment les mêmes choses que vous. Bah, vous allez me dire, oui, c'est évident, hein, je ne vais pas aller sur Instagram pour suivre que des comptes qui adorent... alors, je ne vais rien dire je vais rien dire. On ne sait jamais, mais qui adorent ce truc-là, que moi, j'aime pas du tout. Donc, je vais suivre des gens qui ont les mêmes passions que moi, qui ont les mêmes intérêts que moi, qui partagent éventuellement les mêmes convictions que moi. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, grâce à cet outil que j'ai déjà perdu, mais pas loin, heureusement, grâce à cet outil qui permet une grande ouverture sur le monde, vous allez au contraire restreindre votre champ d'ouverture à des gens qui voient, qui pensent comme vous. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que certains appellent les fameuses chambres d'écho ou bulles de filtre. Alors je mets quelques nuances parce que c'est un concept en SHS, en sciences humaines et en sciences sociales qui est un petit peu critiqué, discuté, dirons-nous. Mais en tout cas, c'est cette idée, pour aller vite, qu'on a tendance à s'enfermer autour de gens qui ont les mêmes convictions que nous. Alors, on s'enferme auprès de gens qui ont les mêmes convictions que nous, donc on suppose que les gens qui nous donnent des informations nous donnent des bonnes informations. Et pourtant, on trouve toujours que les autres, eux, sont manipulés. Oui, hein, c'est rare que l'on considère que nous soyons victimes de manipulation. C'est les autres qui sont manipulés. Nous, on a un grand esprit critique dans cette salle. Nous, on est extrêmement intelligents. Par contre, ceux qui ne sont pas là ce soir, on le sait bien, c'est eux qui vont tomber dans le panneau à la moindre fausse information.
Et donc on pourrait se demander, puisque nous sommes entre gens parfaitement rationnels et intelligents ici, on pourrait se demander comment c'est possible que les autres croient à des choses tellement fausses. Alors, pendant longtemps, malheureusement, les scientifiques, mea culpa, pendant longtemps, les scientifiques ont proposé l'idée c'est ce qui est écrit derrière moi, du modèle du déficit de l'information. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les scientifiques, notamment les médecins, ont expliqué que si les gens croyaient à de fausses informations, si les gens ne voulaient pas se faire vacciner, si les gens ne voulaient pas prendre tel médicament, si les gens ne voulaient pas mettre la ceinture, parce qu'à un moment, ce n'était pas obligatoire quand même, rappelons-nous, si les gens ne voulaient pas mettre un casque, si les gens ne voulaient pas faire ceci ou cela, c'est simplement parce qu'ils n'avaient pas la connaissance, l'information suffisante pour comprendre le bien fondé de la démarche, se vacciner ou mettre sa ceinture. C'est ce qu'on appelle le modèle du déficit de l'information, et c'est ce qui a conduit à un certain nombre de séances de prévention, d'éducation populaire, où on va faire venir un spécialiste, un expert ou une experte ou une spécialiste qui va vous expliquer. L'idée étant que si je vous explique, vous comprenez, et donc vous faites ce qu'on vous demande de faire. Alors, ce modèle, c'est un modèle, vous voyez, qui est en fait un modèle très scientifique. On se dit que si quelqu'un fait une erreur, c'est qu'il n'est pas au courant de toutes les informations lui permettant de ne pas faire cette erreur. Sauf que, je ne sais pas si dans votre entourage, vous avez quelqu'un opposé à la vaccination, ou si dans votre entourage, vous avez quelqu'un qui fume, ou si même peut-être vous-même fumez. On va pas parler de la vaccination ce soir tout de suite, là. On va parler du tabac. S'il y en a parmi vous qui fumez, c'est possible, je peux vous faire un exposé pendant 1 heure sur les méfaits du tabac. Et d'ailleurs, c'est peut-être même pas nécessaire parce que vous êtes déjà au courant des méfaits du tabac. Pourtant, vous continuez à fumer. C'est parfaitement irrationnel, c'est parfaitement illogique. Et dans le cadre du modèle du déficit de l'information, c'est ce qui a posé problème. Parce que pour notamment ces médecins, ces scientifiques, l'idée était de se dire que si on est confronté à une maladie, qu'on trouve le remède, alors la maladie disparaît. Ah bah oui, mais sauf que on est confronté à une maladie, on trouve le remède, et il y a des gens qui ne veulent pas le remède. Pourtant, on leur a expliqué qu'il faut, par exemple, se vacciner ou prendre ce médicament, et ils ne veulent pas. Ça montre bien que ici, il est question de croyances qui relèvent d'éléments sociaux, d'éléments affectifs, mais pas uniquement d'éléments de connaissances strictes, de connaissances pures. Ce n'est pas parce que je vais vous expliquer les bienfaits de tel ou tel élément que vous allez suivre ces indications-là. Donc ce modèle du déficit de l'information, qui est un modèle qui a prévalu pendant très longtemps, heureusement, aujourd'hui, il est mis de côté. Alors même si parfois on a encore chez les femmes et les hommes politiques quelques relents de ce modèle, où on entend des discours disant « mais on va expliquer aux Français ». Il suffit d'expliquer aux Français. Tiens, ne faisons pas de politique, mais si vous êtes opposé à cette réforme, c'est juste que vous n'avez pas comprise. Si je vous l'explique, vous êtes intelligent, vous adhérez à ma réforme. Mais il ne s'agit pas ici ni d'intelligence, ni de compréhension. C'est parfois parce qu'on a compris la réforme, d'ailleurs, qu'on y est opposé, ou parfois parce qu'on ne l'a pas compris. Peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas une question de connaissance ou de déficit de connaissance. C'est une question d'idéologie, de positionnement social, de groupe social auquel on appartient, de croyance. Alors, si on fait un bond, parce que je vais vous éviter tous les modèles, mais si on fait un bond, aujourd'hui, on est plutôt sur des modèles de ce type-là pour essayer de comprendre pourquoi il y a des fausses croyances. C'est-à-dire qu'une fausse croyance, si des gens adhèrent à une fausse croyance, ce n'est pas simplement parce qu'ils n'ont pas la bonne connaissance ou la bonne information, c'est en réalité à la fois des facteurs cognitifs, donc qui renvoient au cerveau, qui renvoient à la compréhension, et des facteurs socio-affectifs. Alors les facteurs cognitifs, ils relèvent du fonctionnement de notre cerveau, on en parlera tout à l'heure, ce qu'on appelle les biais cognitifs, le fait que notre cerveau, parfois, il fait certaines erreurs lorsqu'il traite l'information. Mais ça vaut pour tout le monde dans cette salle, moi y compris. Mais aussi de facteurs
mais aussi de facteurs socio-affectifs. Par exemple, l'émotion ou la vision du monde, l'opinion personnelle, l'appartenance à un groupe. Et donc on voit que l'adhésion à une fausse croyance, le partage de cette fausse croyance, n'est pas lié uniquement à un manque d'éducation ou de connaissances. Parfois même dans ce modèle-là, que je vous ai déjà simplifié, on constate que des individus peuvent parfaitement savoir que l'information est fausse et pourtant la diffuser sciemment. L'idée étant, en la diffusant, de montrer un point de vue ou de montrer son appartenance à un groupe. Je vais vous donner des exemples un peu plus tard. Dans le cas de la désinformation et dans la pandémie ou sur le climato-scepticisme, on voit souvent apparaître des théories du complot. On parle de théorie du complot, de complotisme. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu la différence parce que, en fait, ces deux termes qui peuvent vous paraître proches relèvent de conceptions extrêmement différentes. Et vous allez voir que si pour l'une, on peut éventuellement faire quelque chose, pour l'autre, c'est plus compliqué. Donc on l'a parfaitement vu avec la pandémie, on le voit encore aussi aujourd'hui beaucoup avec le réchauffement climatique et même parfois avec des personnes influentes. Je vous rappelle que l'ancien président des États-Unis en exercice, je n'ai pas une fixation sur lui, mais je vous avoue que c'est un bon objet d'étude pour moi. L'ancien président des États-Unis avait quand même à plusieurs reprises expliqué que le réchauffement climatique était une invention des Chinois, du gouvernement chinois, pour empêcher la productivité américaine et pour devenir les numéros 1 dans le monde. Donc il y avait quand même cette idée que le gouvernement chinois ou les Chinois de manière générale avaient inventé en quelque sorte le réchauffement climatique contre les entreprises américaines. Alors, essayons de faire d'abord la distinction entre ce qui relève des théories du complot et ce qui relève du complotisme. Parce que, en réalité, ce n'est pas exactement la même chose. Commençons par les théories du complot. Des théories du complot, je suis sûr que vous en connaissez plein. Je ne vous les demanderai pas. Je vous ai mis au-dessus, tout en haut, là, les 4 plus grandes théories du complot, plus largement partagées dans le monde entier. C'est vraiment là des théories du complot qui font consensus, entre guillemets. Pas consensus dans le sens où tout le monde est d'accord avec, mais dans le sens où tout le monde les connaît. Quel que soit le pays quasiment, dans toutes les études que l'on a, même si on n'est pas concerné directement, on connaît ces 4 théories-là sur la mort de Diana, l'assassinat de Diana, dirais-je, si je suis complotiste, l'alunissage en 1969, les attentats du 11 septembre 2001 et l'assassinat de Kennedy le 22 novembre 1963. Nous avons affaire avec ces 4 exemples à ce qu'on appelle en psychologie des théories du complot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des contre-récits spécifiques à un événement particulier. Il faut que vous compreniez qu'une théorie du complot, c'est une histoire qu'on se raconte à propos d'un événement qui est arrivé. Et cette histoire, elle est un peu particulière parce qu'elle vise à stigmatiser un petit groupe qui agirait dans l'ombre et qui serait à l'origine de cet événement. Donc une théorie du complot, c'est une histoire qui est liée à un événement sporadique, isolé. Un événement qui s'est produit à un instant T. Un décès, un acte de terrorisme, une catastrophe naturelle. Tous ces éléments-là peuvent être l'objet de théories du complot. C'est une théorie... Alors, je ne voudrais pas choquer les scientifiques. Quand je dis théorie, ce n'est pas théorie dans le sens de la science. C'est théorisation naïve du monde. C'est tentative d'explication du monde. Cette théorisation naïve, elle se base sur l'idée qu'un petit groupe agit dans l'ombre et est à l'origine de l'événement déterminé. Kennedy a été assassiné le 22 novembre 1963 à Dallas par Lee Harvey Oswald, qui a été arrêté, qui lui-même a été tué alors qu'il était dans les mains de la police. Vous vous souvenez de l'histoire? La contre-théorie, la théorie du complot, vise à proposer une alternative à cette version officielle. L'adhésion à cette théorie du complot va dépendre du contenu
Si je vous dis, c'est la soirée des scoops, si je vous dis que Kennedy n'a pas été tué par Lee Harvey Oswald, il a été tué par des extraterrestres. Et oui, c'est le moment des révélations. Il se trouve que Kennedy avait un programme spatial très important, qu'on allait découvrir que Mars était habité par des Martiens. Ils ont donc envahi la Terre, et ils ont pris apparence humaine, et ils ont tué Kennedy. C'est une théorie du complot. Mais à vos têtes, sans être grand psychologue, je déduis que votre adhésion à mon histoire est assez faible. Maintenant, si je vous propose une autre théorie du complot, Kennedy n'aurait pas été tué par un seul individu, Lee Harvey Oswald, mais il aurait été tué en réalité par la CIA elle-même, qui aurait commandité, éventuellement avec l'aide de la mafia, de la pègre, qui vous voulez, l'assassinat du président démocrate qui allait à l'encontre d'un certain nombre d'intérêts financiers ou économiques du pays. Alors là déjà, je suis toujours pas très grand psychologue, mais à la tête de certains ou de certaines, je vois que cette théorie du complot, c'est pas vraiment une théorie du complot quand même. Vous voyez que ici, c'est le contenu de mon histoire qui va indiquer votre degré d'adhésion. Je vois bien que vous n'êtes pas sensible aux extraterrestres. Par contre, la CIA, ça a l'air de mieux marcher. Mais dans les deux cas, pour une théorie du complot, on a affaire à une réception passive. Regardez, c'est moi qui vous raconte l'histoire, vous faites « Et éventuellement, ce que vous allez faire, c'est la raconter à quelqu'un d'autre, qui va faire « À aucun moment, vous ne créez. À aucun moment, vous ne changez l'histoire. À aucun moment, vous intervenez dans ce récit. C'est une réception passive dont l'adhésion dépend au contenu et qui est liée à un événement spécifique. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle une théorie du complot. Retenez, si vous voulez, que c'est un récit explicatif du monde qui se base sur l'existence d'un petit groupe. On peut faire plein d'explications à un événement qui arrive. Une explication scientifique. Mais vous savez que la science, elle n'explique pas tout, voire pas grand-chose. Donc, ce n'est pas toujours la meilleure explication qui soit. On peut donner une explication qui est liée au hasard. Ben oui, c'est arrivé, c'est comme ça. Alors là, il faut savoir que notre cerveau, à vous et à moi, s'il y a bien une chose qu'il déteste, c'est le hasard. Nous n'acceptons pas, nous avons du mal avec la notion de hasard. Alors ça s'explique par plein de raisons, notamment d'éducation, etc. Au passage, ça explique aussi le rejet de la théorie darwinienne. Parce que je vous rappelle que Darwin base toute sa théorie sur une seule chose, le hasard. Le croisement dans les gènes est dû au hasard. Notre girafe, elle a un long cou aujourd'hui, non pas parce qu'elle s'est adaptée à l'environnement, la marque, transformisme, mais parce qu'elle était ou pas adaptée à l'environnement, darwinisme. Et pourquoi était-elle ou pas adaptée à l'environnement? Et là, la réponse de Darwin, c'est le hasard. Voilà, croisement génétique, dans cette salle, il y a des grands, il y a des petits, il y a des ceci, il y a des cela. Ben, il y en a qui sont plus adaptés que d'autres. C'est ce qui s'est passé avec les girafes. Mais dans notre conception, c'est compliqué de se dire que la complexité du monde, la beauté du monde, etc., est due à une suite de hasard. Alors on va mettre de côté cette explication. Après, on pourrait trouver une explication religieuse. Ah, ça, c'est chouette. Là, franchement, la religion, autant, vous voyez, la science, elle n'explique pas toujours tout. Autant avec la religion, on n'est jamais déçu. Vous prenez l'une des 3 grandes religions du livre, elle vous explique tout. Quasiment tout. Bon, mais peut-être que vous n'êtes pas religieux. Donc, il vous reste quoi? Le complotisme. Parce que finalement, une théorie du complot, c'est une autre explication de cet événement-là. Donc, une théorie du complot, c'est un récit explicatif, au même titre que d'autres types de récits explicatifs. Ça, c'est une théorie du complot. Il faut la distinguer, la théorie du complot, du complotisme. Ce n'est pas la même chose. Le complotisme, cette fois-ci, ce n'est pas un récit spécifique lié à un événement particulier. Le complotisme, c'est un super récit. C'est un récit avec une cape, super-héros. C'est un super récit global. C'est une histoire
enfin c'est même pas une histoire en fait, c'est une vision du monde. C'est une forme d'idéologie. Là, ce que j'ai noté, c'est que c'est un auxiliaire d'autres systèmes idéologiques. Et dans le cas du complotisme, votre adhésion, ou mon adhésion, ne va pas dépendre du contenu des histoires, mais va dépendre de la posture que l'on a. Je vous ai mis ici quelques exemples de complotisme qui ne sont pas des théories du complot. Les reptiliens. Les reptiliens, je ne sais pas si tout le monde voit, ce sera l'occasion d'apprendre quelque chose ce soir. Le monde a été envahi par des gros lézards qui ont pris apparence humaine, ce qu'on appelle les reptiliens. Vous trouverez facilement sur Internet des photographies d'hommes ou de femmes politiques où on voit l'œil, vous savez, un peu comme si c'était un gros lézard. Voilà, un ancien ministre de Nouvelle-Zélande avait été accusé d'être un reptilien. Il avait dû faire une prise de sang pour prouver que c'était un humain. Autant vous dire que ça ne servait à rien puisque les médecins, on le sait, sont achetés et que de toute façon, la personne qui suspectait le Premier ministre d'être un reptilien n'a pas accepté la prise de sang comme étant une preuve qu'il était un humain. Donc, les reptiliens, en fait, ce n'est pas une théorie du complot, ce n'est pas une histoire par rapport à un événement. C'est une manière de voir le monde. D'ailleurs, je m'interrogeais beaucoup, parce que quand j'ai rencontré Clément là, tout à l'heure, la première fois, là, il était très souvent à côté du radiateur. Je l'ai vu, vous savez, hein, comme les animaux à sang froid, qui ont besoin... Alors, j'aurais pu dire il se mettait au soleil, mais enfin bon, on est en Bretagne, moi je viens de Rennes aussi, donc bon, il se mettait plutôt à côté du radiateur. C'est pas une histoire spécifique, c'est une manière de voir le monde. J'ai mis aussi derrière le platisme. Alors, le platisme, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est les individus qui pensent que la Terre est plate. Bon, on pourra discuter tout à l'heure si vraiment il y a des gens qui croient que la Terre est plate. Je ne suis pas certain que vraiment des gens croient que la Terre est plate parce que dans le complotisme, l'adhésion, elle ne dépend pas du contenu, elle dépend de la posture. Si quelqu'un vous soutient que la Terre est plate, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'on a réussi à nous faire croire que la Terre est ronde. C'est quand même le truc le plus incroyable du monde. Si des gouvernements, depuis des siècles et des siècles, réussissent à nous faire croire que la Terre est ronde, alors imaginez tout ce qu'on a gobé, tout ce qui est faux. On est manipulé. Donc vous voyez que les platistes, c'est pas tant la croyance que la Terre est vraiment plate, c'est l'idée que si je déclare que la Terre est plate, je suis en train de revendiquer le fait que je suis au courant qu'on nous ment depuis des siècles et des siècles, que moi je ne suis pas un mouton, que moi je suis un être éveillé, éclairé, ça c'est de la rhétorique complotiste, et que je le sais parce que la Terre est plate. Ou on a, plus proche de nous, QAnon. Alors QAnon, vous en avez peut-être entendu parler, c'est essentiellement nord-américain. Ils ont été très actifs dans le soutien à Trump et dans l'invasion du Capitole. QAnon nous explique globalement qu'à la tête des États-Unis, il y aura un vaste réseau pédosataniste. Pédophilie et Satan. Alors, franchement, bingo. Vous prenez les deux et là, vous voyez bien qu'on est sur deux thématiques sur lesquelles tout le monde réagit. Personne dans cette salle est capable de me dire que la pédophilie ou Satan, finalement, c'est plutôt sympa, il y a des avantages, il faudrait y réfléchir. Non, tout le monde est forcément opposé. Donc si je suis en train de vous dire que j'ai découvert qu'à la tête des États-Unis d'Amérique, il y a un vaste réseau pédosataniste, mais vous devez ouvrir les yeux, vous devez vous révolter comme moi. Mais derrière QAnon, en fait, il y a toute une série de théories du complot. Il y a ce qu'on a appelé le Pizzagate. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était l'idée que Hillary Clinton, c'était à l'époque de la première candidature, Hillary Clinton aurait créé dans une pizzeria à New York, dans le sous-sol, la tête du réseau pédophile. Ça a des conséquences. Un jour, dans cette pizzeria, quelqu'un est entré armé avec une arme automatique. Il a menacé les gérants pour voir la cave où il y avait le réseau pédophile. Il n'y a pas de cave dans cette pizzeria. Heureusement, la police est intervenue, l'a arrêté rapidement, mais vous voyez que ça aurait pu très facilement dégénérer. Dans tous ces cas-là,
On a affaire à ce que nous, on va appeler du complotisme, c'est-à-dire une vision du monde, une manière de voir des complots partout. Pour les plus anciens, pardonnez-moi, mais ça rappelle X-Files. La vérité est ailleurs. Je ne sais pas où elle est, mais elle est ailleurs. Autrement dit, je sais qu'on me ment, je sais qu'on me manipule. Et donc, dans le complotisme, on peut adhérer ou pas aux théories du complot. C'est presque secondaire. On peut même en diffuser de manière parfois contraire. Peut-être que pendant la pandémie, vous avez assisté sur YouTube à une série de personnages, des espèces de gourous de la santé, qui vous expliquaient qu'il fallait manger que des légumes crus, qui vous expliquaient, alors souvent c'était pour monnayer quelque chose, soit monnayer du temps d'attention et donc avoir de l'argent sur leur chaîne, soit monnayer des appareils qu'ils vendaient, donc il y avait une volonté mercantile quand même derrière. Ce qui était intéressant, c'est leur YouTube Live. J'en ai regardé certains, ils parlaient un peu comme un universitaire, mais pendant des heures. Et pendant des heures, ils étaient capables de dire tout et son contraire. Et ça, normalement, ce n'est pas acceptable. Si je vous dis en 1 heure de conférence tout et son contraire, à la fin, vous allez dire, mais il y a un problème là. Mais pour un complotiste, il n'y a pas de souci. Parce que ce qui fait le lien entre toutes ces histoires qui peuvent se contredire, c'est simplement l'idée qu'il y a un vaste complot mondial, qu'on nous ment. Donc après, ça peut être une chose ou ça peut être autre chose. Tenez, une petite expérience qui a été réalisée en Angleterre à propos de la mort de Ben Laden. On propose à des Britanniques 3 explications sur la mort de Ben Laden. La version officielle. Ben Laden a été tué par les forces armées américaines. Vous vous souvenez qu'ils l'ont trouvé dans sa maison à Islamabad. Ils sont intervenus, Ben Laden a riposté, ils ont riposté, il est mort. Version officielle. Et puis il propose 2 autres versions alternatives. Ben Laden était déjà mort depuis très longtemps, tué par les Américains très rapidement après le 11 septembre. Mais ils ont fait croire qu'il était toujours en vie, vous imaginez bien, pour faire un certain nombre de guerres. Et là, Obama avait besoin, politiquement, d'annoncer la mort de Ben Laden, donc c'était une mise en scène. D'accord ? Donc 2e version, Ben Laden était déjà mort. 3e version, Ben Laden est toujours vivant. Je vous rappelle quand même que Ben Laden a reçu certaines sommes d'argent de la CIA lors de l'opposition aux soviétiques en Afghanistan. Il connaît beaucoup d'informations secrètes. Il vaudra mieux éviter de le tuer. On l'a mis en sécurité. D'accord ? Et donc on demande aux Britanniques, est-ce que vous pensez que la version 1 est vraie ? Bon, au passage, malheureusement, il y a une bonne majorité de Britanniques qui pensent que la version 1 est fausse. Mais cela, à vrai dire, il ne m'intéresse pas pour l'instant. Ce qui m'intéresse, c'est les 2 autres. Est-ce que vous pensez que Ben Laden était déjà mort ? Oui. Est-ce que vous pensez que Ben Laden est encore vivant ? Et là, les mêmes répondent oui. Alors oui, si ça vous fait rire, c'est parce que vous êtes dans une posture parfaitement rationnelle. Vous avez bien suivi vos cours de maths et de physique ou de SVT à l'école, et vous savez qu'on ne peut pas être tout et son contraire. À part le chat de Schrödinger, on ne peut pas être à la fois mort et vivant en même temps. Oui, mais en réalité, les Britanniques qui répondent ça, ils savent très bien que Ben Laden ne peut pas être et mort et vivant. Ce qu'ils disent simplement, c'est que la version officielle est fausse. Donc, Ben Laden peut être déjà mort ? Oui, j'y crois. Il est toujours vivant ? Oui, j'y crois aussi. Je ne crois pas aux 2 en même temps. Je crois qu'on me ment. Donc comme le gouvernement me ment, les 2 sont tout à fait plausibles pour moi. Ça, c'est une vision complotiste du monde. Alors évidemment, il y a un lien entre le complotisme et les théories du complot. C'est ce qu'on appelle la structure monologique du complotisme. Je vous donne juste un exemple. Vous avez ici une série de théories du complot. Kennedy, Big Pharma, les élections truquées, la Terre plate, l'alunissage, le 11 septembre, etc., etc. Ce qu'on remarque dans les études, c'est que quelqu'un qui adhérerait à l'une de ces théories a plus de chances d'adhérer à une autre théorie que quelqu'un qui n'adhère à aucune théorie. Évidemment, il n'y a aucun lien entre toutes ces théories, on est bien d'accord. Il n'y a aucun lien entre l'alunissage et Big Pharma, ou entre la 5G et Charlie Hebdo.
Et pourtant, les études montrent que quelqu'un qui adhère à l'idée que la Terre est plate a plus de chances d'adhérer dans le même temps à la théorie du faux alunissage, réalisée en studio par Stanley Kubrick, selon la fameuse théorie complotiste. Autrement dit, plus on adhère à des théories spécifiques, plus on adhère à d'autres théories tout aussi spécifiques. Jusqu'à un moment, basculer dans une forme de complotisme, c'est-à-dire de vision idéologique du monde. On ne voit plus que des complots partout. Alors pour terminer, pourquoi devient-on complotiste ? Pourquoi on voit des complots partout ? Pourquoi on désinforme ? J'ai commencé par la méfiance ou la défiance de la science, mais ce n'est pas parce qu'on se méfie de la science qu'on va devenir complotiste. Alors comment expliquer que des gens, parfois extrêmement éduqués, extrêmement intelligents, je mets tout de suite de côté l'idée d'un profil type, Enfin, vous pourrez me poser la question tout à l'heure, mais il n'existe pas de portrait robot ou de profil type du complotiste. Ce n'est pas parce qu'on est un homme jeune, peu éduqué, qu'on est complotiste. Parfois, d'ailleurs, au passage, sur la question de l'âge, c'est plutôt les personnes qui ont un certain âge qui seraient plus complotistes que les personnes jeunes. Alors, ce sont des corrélations, donc ce n'est pas non plus parce que vous avez atteint un certain âge que vous êtes complotiste. Ce sont simplement des corrélations. Mais il n'y a pas de portrait robot. Donc, on peut essayer de se demander pourquoi on devient complotiste. Il y a 3 grands modèles qui expliquent qu'on devienne complotiste, qui sont, vous allez voir, 3 modèles un peu concurrents. Le premier, c'est ce qu'on appelle le modèle déficitaire. On doit ça à Karen Douglas, un des collègues britanniques, qui nous explique que, en gros, on a besoin des complots pour répondre à d'autres besoins. C'est-à-dire que c'est une théorie motivationnelle. On est motivé à aller chercher une explication complotiste. Pourquoi ? Pour répondre à un besoin existentiel, à un besoin épistémique ou à un besoin social. On a besoin de réduire l'incertitude, on a besoin de donner du sens. Et dans ces cas-là, la théorie complotiste nous aide. Donc le modèle déficitaire, il nous explique, pour aller très vite, qu'on serait motivé à aller chercher cette explication pour répondre à l'un de ces 3 grands besoins. Besoin d'affiliation, besoin de contrôle, besoin de sécurité. Rappelez-vous, début de la pandémie, on a besoin de comprendre, on a besoin de savoir. Vous vous souvenez, la première fois où vous êtes allé faire les courses, que vous êtes rentré chez vous, que vous avez déposé le panier de courses dans votre garage, que vous avez laissé 1 heure sans toucher pour que retombe on ne sait pas quoi, puis qu'après vous avez enlevé tous les paquets autour des yaourts, vous avez posé les yaourts au frigo, puis vous êtes allé vous laver les mains, puis vous avez repris les petits déchets pour les mettre dans une poubelle, dans un sac. En fait, comme moi, vous n'aviez aucune idée de ce qu'il fallait faire. Donc, un peu comme la pensée magique, vous avez essayé de vous prémunir comme vous pouviez, comme on pouvait, parce qu'à cette époque-là, la réponse de la science, c'était quoi ? Ouais, c'était faites ce que vous pouvez. Pour l'instant, en fait, on ne sait pas. Parce que la science, c'est ce que je suis passé un peu vite dessus au début, mais la science, elle a besoin de temps. La science, elle a besoin de temps. Et aujourd'hui, on est dans une époque de l'instantanéité. Si vous me posez une question et que je vous dis « je ne sais pas », laissez-moi quelques mois pour mener des expériences pour vous donner ma réponse, ça ne va pas vous satisfaire. Le nombre de journalistes qui me posent des questions et à qui je dis « je ne sais pas », la littérature scientifique n'a pas de consensus, il faudrait que je le teste, et qui me disent « oui, bon, d'accord ». Alors une autre question, parce que ce n'est pas satisfaisant de dire qu'on ne sait pas. Eh bien, comme on ne sait pas, et que la science n'y répond pas, la théorie complotiste, elle, peut y répondre. La théorie complotiste peut nous permettre de répondre à ces différents besoins. Donc ça, c'est le premier grand modèle d'explication de pourquoi on pourrait adhérer à des théories du complot. Alors au passage, ce modèle m'interpelle parce que si vous regardez les besoins, en fait, on les a tous.
Enfin, je ne sais pas vous, hein, mais moi j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de certitude, j'ai besoin de donner du sens, j'ai besoin de contrôle, beaucoup, j'ai besoin... Donc on devrait tous être complotistes. Et ce n'est pas le cas. Ça veut donc dire que ce n'est peut-être pas un modèle explicatif. C'est peut-être un modèle interprétatif intéressant, mais peut-être pas explicatif. Alors un deuxième modèle, c'est le modèle des biais cognitifs. Alors là, normalement, la pandémie vous aura permis de voir un certain nombre de spécialistes, parfois autoproclamés des biais cognitifs, spécial dédicace à quelques youtubeurs et à leurs vidéos. Donc les biais cognitifs, alors là, c'est magnifique, c'est des heuristiques de notre cerveau, c'est-à-dire des manières de traiter l'information erronée. Des biais cognitifs, il y en a plein. Là, je vous ai mis une petite partie, mais il y en a encore plein d'autres. Ces erreurs, elles sont nombreuses et ces erreurs, elles peuvent conduire à voir des complots. Je vous prends 2 exemples, parce que je pourrais vous faire un cours sur les biais cognitifs, mais on va éviter ce soir. Le premier exemple que vous connaissez certainement, c'est ce qu'on appelle les pareidolie. Les pareidolie. J'arrive jamais à le dire. Ça, je suis sûr que vous avez déjà joué à ça quand vous étiez petit ou petite. Ou si vous avez des enfants ou des petits-enfants, vous le faites avec eux. Quand on regarde les nuages dans le ciel et qu'on essaye d'y voir quelque chose. C'est ça une pareidolie. D'accord ? Notre cerveau, il cherche à donner du sens constamment. Regardez. Vous voyez quoi ici ? Oui, c'est un balai, effectivement, mais je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous voyez une espèce de monstre avec des cheveux et ses 2 yeux. C'est ce que notre cerveau essaye de décrypter. Pourtant, ce n'est qu'un balai. Ici, ce sont 2 vis. Je ne sais pas ce que c'est, ça doit être un truc de fenêtre ou je ne sais pas quoi, mais c'est juste 2 vis. Là, c'est sur la Lune. C'est le fameux visage que l'on observe sur la Lune. Parce que comme moi, vous voyez le visage d'une jeune femme. En fait, on veut y voir le visage d'une jeune femme. En réalité, il y a juste des ombres, c'est juste, alors pas un cratère, mais une espèce de petite montagne sur la Lune. Là, on a un dinosaure. Et surtout, alors là, on ne voit pas trop bien. Ça, c'est une des images du 11 septembre. Il y a des gens qui ont regardé les images des explosions, des vidéos, image par image, et qui ont décrypté à peu près là Satan. Alors vous ne voyez pas, mais en fait, il est là. Qui ont décrypté l'image de Satan. C'est la preuve que c'est un complot satanique. Alors évidemment, sur des heures et des heures de vidéos, faire un arrêt sur image à un moment et voir quelque chose, là, c'est typiquement un biais cognitif. C'est-à-dire que notre cerveau veut donner du sens. Notre cerveau veut voir du sens là où parfois il n'y en a pas. Deuxième exemple, et je m'arrêterai là sur les biais cognitifs, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation d'hypothèse. Ça veut dire quoi ? C'est la tendance à privilégier les informations qui confirment nos idées et ou à accorder moins de poids aux informations qui vont en défaveur de nos idées. Le biais de confirmation d'hypothèse, ça consiste à aller chercher sur Internet, dans les livres, etc., tout ce qui va dans le sens de vos croyances et à mettre de côté ce qui ne va pas dans le sens de vos croyances. Regardez, un article du Monde, là, ici, là, accusé par des complotistes, la NASA nie avoir envoyé des enfants esclaves sur Mars. Oui, la NASA a vraiment fait un communiqué pour dire qu'elle n'a pas envoyé d'enfants esclaves sur Mars. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'image qui est mise avec, postée sur une page Facebook de quelqu'un, qui met « Si la NASA prend la peine de démentir, c'est bien la preuve que ça cache quelque chose ». Vous voyez l'impossibilité ici de démentir une théorie du complot ? Parce que la preuve ultime de l'existence d'un complot, vous savez ce que c'est ? La preuve ultime de l'existence d'un complot, c'est qu'il n'y a pas de preuve. Ah oui, s'il n'y a pas de preuve, c'est que le complot est réussi. Et donc là, avec vos esprits cartésiens, comment voulez-vous démontrer à quelqu'un qu'il a tort s'il vous dit soit qu'il a des preuves qui vont dans son sens, soit qu'il n'a pas de preuves, mais que c'est la preuve ultime de l'existence du complot.
Le biais de confirmation d'hypothèse, il consiste ici constamment à s'enfermer dans une espèce de tunnel, à ne voir que ce qui nous intéresse, que ce qu'on veut voir. Si vous êtes déjà allé sur YouTube, si vous êtes déjà allé sur d'autres sites de ce type, leurs algorithmes sont basés sur un biais de confirmation. Parce que si vous regardez une vidéo de petits chatons, c'est trop mignon les petits chatons, qu'est-ce qu'Instagram va vous proposer juste ensuite ? Une autre vidéo de petits chatons. Alors attention, quand même, à un moment, on va vous proposer un petit chiot. Mais vous allez rester moins longtemps sur le petit chiot, vous allez revenir sur le petit chaton. Et là, l'algorithme va comprendre qu'il faut vous représenter encore des chatons. Puis de temps en temps, il va tester une recette de cuisine pour voir. Et là, peut-être que vous allez laisser tomber les chatons et vous tourner vers la cuisine. Les algorithmes de YouTube, d'Instagram, de TikTok, en fait, ont été codés par des informaticiens, des informaticiennes, comme un biais de confirmation. Je ne donne à voir aux gens que ce qu'ils veulent voir. Je vais leur éviter au maximum ce qu'ils n'ont pas envie de voir. Comment on le fait ? On le fait avec le temps de réaction. Si vous êtes sur Instagram, par exemple, le temps que vous mettez à passer à la vidéo suivante est calculé en millisecondes. Et si vous y restez juste un peu plus longtemps, on se dit que ça vous a un peu plus intéressé. Et on va vous proposer plus de contenu, etc., etc. On vous enferme, on nous enferme dans une manière de ne voir que ce qu'on a envie de voir. Alors ces biais cognitifs, là aussi, ils n'expliqueraient pas vraiment pourquoi on devient complotiste, parce qu'on a tous un cerveau et qu'on est donc tous soumis à ces biais-là. Moi le premier. Or, on n'est pas tous complotistes. Alors il y a un troisième modèle qui consiste juste avant le troisième modèle, pour aller très vite, tous les traits de personnalité qui sont liés au complotisme, ce sont des corrélations tellement faibles que ça n'explique pas pourquoi les gens sont complotistes. Ce n'est pas parce qu'on a une pensée intuitive, ce n'est pas parce qu'on a un fort taux de narcissisme, d'anxiété, de paranoïa, de téléologie qu'on est complotiste. Il y a une corrélation entre chacun de ces traits de personnalité, mais qui est extrêmement faible. Et je vous rappelle que corrélation n'est pas causalité. Donc le dernier modèle, c'est l'idée, je vais un peu vite, c'est l'idée d'une radicalisation des croyances. Parce que peut-être que vous connaissez dans votre entourage des personnes qui adhèrent à une ou des théories du complot. Peut-être même, je vais même aller plus loin, peut-être même que dans cette salle, ce soir, il y a des personnes qui adhèrent à une ou des théories du complot particulières. Au hasard, je ne sais pas si je reparlais de Kennedy. J'ai cru comprendre tout à l'heure que Kennedy, j'avais peut-être mes chances. Ça ne veut pas dire pour autant que je vais mettre sur vous l'étiquette de complotiste, d'accord ? Parce que vous vous posez simplement des questions sur l'assassinat de Kennedy. Et puis à l'opposé, vous pouvez avoir votre beau-frère ou votre belle-sœur. Vous vous rappelez ? C'est toujours l'autre. C'est toujours l'autre famille. Donc votre beau-frère ou votre belle-sœur qui est le pire ou la pire des antivax, complotistes convaincus, tout est manipulation. Entre ces deux extrêmes, on a plein d'étapes. Et ces étapes, il faut les concevoir comme une forme de radicalisation de la croyance. Une forme qui part d'un doute, d'un scepticisme que j'appellerais sain, c'est-à-dire se poser des questions, se dire que peut-être que la version officielle n'est pas la vraie version. Donc il part d'un scepticisme sain, à des doutes de plus en plus forts, puis à une accusation de tromperie ou de mensonge de la part des autorités instituées, le gouvernement, les scientifiques, les journalistes, pour terminer, cas extrême, par la vision complotiste du monde. Donc on part de doute, de scepticisme, pour arriver à l'adhésion à des théories du complot particulières, pour finir par une vision complotiste du monde. Cette vision complotiste du monde permettant d'opposer l'endogroupe, nous, ceux qui savent quoi faire, ceux qui savent qu'on est manipulé, versus l'exogroupe, les autres. Donc vous voyez, là on a essayé de résumer dans cette figure cet exogroupe à la tête des élites malfaisantes. Ces élites, c'est qui vous voulez.
Ces élites malfaisantes, elles s'appuient sur la police, la justice et les services secrets. Elles vont, grâce à la police, la justice et les services secrets, eh bien, elles vont utiliser la religion, elles vont utiliser les jeux, l'argent, les médias, pour faire quoi? Pour endormir et surveiller les citoyennes et les citoyens, c'est-à-dire vous et moi. Et donc, quand on a abouti à ça, on a abouti à la dernière étape. Et donc, vous voyez que si on prend théorie du complot, complotisme, eh bien, quelqu'un qui est complotiste, ça sert à rien d'essayer de lui montrer qu'il a tort. Parce qu'en fait, il est dans une posture. Je ne sais pas si vous connaissez dans votre entourage quelqu'un qui croit dans une religion, ou si vous-même êtes croyant. Est-ce que vous pensez que si je vous démontre que tel élément de votre religion est fausse, vous allez remettre en cause votre religion? Je ne sais pas, prenons un exemple, la religion chrétienne, catholique, Jésus, il a marché sur l'eau, non, je suis désolé, c'est pas possible. Haha, tac, c'est faux, boum, vous n'êtes plus croyant. Ça ne marche pas comme ça, en fait. Une croyance ne s'attaque pas de cette manière-là. Ce n'est pas une remise en cause d'un élément qui remet en cause la croyance totale. Eh bien que le complotisme, c'est la même chose, puisque c'est une position idéologique. Alors qu'une théorie du complot, elle, étant un contre-récit spécifique, eh bien, on a plus de possibilités de pouvoir discuter, de pouvoir travailler sur cette désinformation-là. Et donc, pour terminer, les deux grandes stratégies pour lutter contre la désinformation en sciences, en politique, dans tout ce que vous voulez, parce que, excusez-moi, juste un détail, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais le complotisme, les théories du complot, si ça nous intéresse, c'est parce que ça n'est pas simplement drôle, rigolo, c'est parce que ça a des conséquences sociales, politiques, environnementales. Considérer que le réchauffement climatique, c'est une invention des Chinois, ça veut dire que je ne vais pas changer mes modes de consommation, que je vais continuer à produire du gaz à effet de serre, etc. Ça a des conséquences au niveau politique avec la montée des populismes, ça a des conséquences au niveau sanitaire avec les pandémies ou les épidémies. Donc essayer de lutter contre cette désinformation, notamment en sciences, peut passer par deux grandes techniques qu'on utilise beaucoup en psychologie ou en sciences comportementales, qui sont ce qu'on appelle le pré-bunking et le debunking. Alors pour aller vite, le pré-bunking, c'est ce qu'on appelle l'intervention préventive. Il s'agit d'outiller les gens à être capables de faire face à des fausses informations par la suite. Il y a des jeux, il y a des exercices, il y a plein de techniques. Il y a l'éducation aux médias et à l'information qui est fait au collège, à l'école, pour les élèves, être capable de trouver des sources, être capable de vérifier ces sources. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intervention préventive, le pré-bunking. Et puis il y a, je terminerai par là, l'intervention réactive, excusez-moi, c'est le debunking. En bon français, on dit démystification. Vous pourrez trouver debunking ou débunkage. Là, il suffit de répondre à une fausse information une fois que l'individu a été confronté à cette fausse information. Le meilleur exemple de debunking, c'est les fact-checkers que vous avez dû voir dans les différents journaux. Les gens sont confrontés à une fausse information, immédiatement démenti, explication, justification. Ça, c'est les deux grandes théories, les deux grands modèles en sciences comportementales, en sciences expérimentales pour lutter contre la désinformation. Et évidemment, la question qui vous brûle les lèvres, j'en suis sûr, c'est quelle théorie fonctionne le mieux? Alors, je vais vous répondre, c'est simple. Le pré-bunking, c'est plus efficace que le debunking. Notamment, je pourrais citer Jolley et Douglas, 2017. Mais j'ajouterais, parce qu'on est en sciences, même en sciences psychologiques, c'est des sciences expérimentales, j'ajouterais que le debunking, c'est plus efficace que le pré-bunking. Par exemple, Walter et Murphy, 2018. Et là, vous allez me dire, et alors? Et je vais vous dire que, en fait, les résultats sont contradictoires, non pas parce qu'on ne sait pas, mais parce qu'en fait, ça dépend d'énormément de choses. Ça dépend du type de désinformation, ça dépend du groupe auquel vous vous confrontez. Si c'est quelqu'un qui est déjà très fortement pris dans ses croyances, le debunking ne servira à rien, sauf à renforcer ses croyances. Parce qu'il aura l'impression que vous voulez lui donner la vérité, donc ça veut dire que vous le manipulez, donc lui, il a sa propre vérité. Donc vous voyez que ce qui peut paraître être des résultats contradictoires, en fait, c'est la démarche saine de la science, qui est l'accumulation de connaissances jusqu'à aboutir à des consensus, ces consensus ne pouvant se faire
que par l'identification précise des variables, des facteurs, des populations concernées. Là, en l'occurrence, Jolley, Douglas et Walter et Murphy, s'ils ont des résultats contradictoires, c'est qu'ils s'intéressent l'un à une thématique qui est liée à la santé, donc très directement à l'individu, à moi-même, et l'autre à la politique. On est plus distancié. Donc il y a plein de résultats qui méritent d'être creusés et qui le sont actuellement. J'avais commencé cette conférence, j'étais un peu long, je suis désolé, par une question, la science en accusation. Je terminerai par une affirmation, les scientifiques en accusation. En réalité, ce n'est pas tant la science que l'on remet en cause aujourd'hui que les scientifiques, encore une fois, parce qu'il est plus facile d'attaquer un groupe d'individus que d'attaquer une démarche scientifique ou expérimentale. Merci de votre attention et désolé d'avoir un petit peu débordé. Merci. J'attaque tout de suite parce que alors, je pense qu'il faut revoir un petit peu un problème sur la corruption. Vous nous avez dit que donc les marchands de tabac n'avaient pas corrompu, mais si, c'est une corruption active, passive, enfin tout ce que vous voulez. Pour en fait, et donc le bilan, c'est quand même des millions de morts quand même avec ce problème de tabac. Et donc ce que je voulais vous dire aussi, c'est que la troisième méthode pour contrer tous ces gens-là, ben c'est la justice. C'est bien ce qui peut se passer avec Trump ou d'autres personnalités françaises ou européennes en les mettant devant le pot de confiture dans lequel ils ont pioché. Et donc ça, il n'y a rien de scientifique, c'est l'appât du gain. Hein. Oui. Voilà. Alors, merci beaucoup. Deux choses sur l'industrie du tabac. Effectivement, il y a eu de la corruption, mais leur première intention n'était pas du tout de la corruption, dans le sens où ils ont payé... Non, ils ont en fait mis en place ce qu'ils ont appelé un écran de fumée. Paradoxe. C'est-à-dire qu'ils ont offert des bourses à des chercheurs qui étaient totalement indépendants pour mener des recherches sur les dangers, non pas du tabac, mais enfin, sur les différences interindividuelles face aux dangers du cancer liés au tabagisme. Et donc ces premiers chercheurs ont fait leurs recherches de manière totalement indépendante. Et, bah oui, mais vous savez, moi je suis payé aussi en fait. Je suis fonctionnaire, je suis payé par l'État français. Donc à ce titre, on pourrait dire que je ne suis pas évidemment objectif. Mais donc leur première tentative était bien de créer cet écran de fumée à partir d'une accumulation de connaissances. Si je vous dis que les gens qui sont en ville attrapent plus de cancer que les gens qui sont à la campagne, même s'ils fument ou même s'ils ne fument pas, ben j'introduis du doute chez les gens en me disant ben finalement c'est peut-être pas le tabac qui est la première cause, mais c'est peut-être la viande rouge. Eh oui, il faudrait consommer moins de viande rouge, vous auriez moins de cancer que si vous fumez du tabac. Et en fait, ces résultats-là, ils visent à instiller du doute. Alors après, je suis d'accord avec vous, les industries, qu'elles soient du tabac, de la pharmacie, etc., ont aussi été à l'œuvre de corruption active, de même que les hommes politiques ou les femmes politiques que j'évoquais tout à l'heure, il y en a aussi qui sont corrompus. Mais ce n'est pas parce que certains hommes ou certaines femmes politiques sont corrompus, ce n'est pas parce que certains industriels ont utilisé la corruption que tous les industriels trichent ou que toutes les femmes ou tous les hommes politiques mentent. Là, ce serait une forme de populisme. Ce que vous n'avez pas dit, bien entendu. Mais c'est quand même un exemple à ne pas suivre. Et malheureusement, les pauvres Américains votent quand même pour une personnalité comme ça. Et même ici en France aussi. Alors, c'est justement le deuxième élément que vous avez mentionné, c'est la question de la justice. Alors, je suis d'accord avec vous sur le recours à la justice et sur une forme de régulation, mais on voit que cette forme de régulation ne pourra agir que sur des leaders ou que sur des personnes qui sont à l'origine d'eux. Mais le grand public, vous, moi, tout le monde, ceux qui sont dans la réception, il est difficile ici de pouvoir agir directement sur ces croyances. Et c'est pour ça que j'évoquais la distinction entre théorie du complot très spécifique et complotisme qui est une vision du monde, qui est une idéologie. Je ne vous ai pas présenté, mais il y a des résultats intéressants sur le lien entre l'orientation politique et le niveau de complotisme. En fait, pendant très longtemps, on a pensé que seule l'extrême droite était complotiste. Pourquoi ? Parce que les premiers travaux des chercheurs étaient des chercheurs qui travaillaient sur l'antisémitisme. Et donc l'antisémitisme est très lié évidemment à l'extrême droite. Et donc il y a beaucoup de travaux sur théorie du complot et extrême droite.
En réalité, il y a une étude récente que nous avons menée avec une vingtaine de collègues. Donc moi, j'ai récupéré les données de la France. On a 28 pays dans le monde où on a répertorié les positionnements politiques des individus et leur niveau de complotisme. Et ce qu'on remarque, c'est une courbe en U. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on est aux extrêmes politiques, extrême droite et extrême gauche, et plus on est complotiste. Mais ce n'est pas la même forme de complotisme. Parce que là où l'extrême droite va aller fustiger un groupe minoritaire du type les juifs, les francs-maçons, l'extrême gauche, elle, va plutôt aller accuser le grand capital, le complexe militaro-industriel, le groupe de Bilderberg. Mais dans les deux cas, c'est une forme de complotisme. C'est une forme de complotisme qui va être utilisée par les mouvements populistes. Vous avez évoqué Trump, on peut évoquer Bolsonaro, on peut évoquer notre nouveau président argentin dont j'ai déjà oublié le nom, mais voilà, on peut évoquer Poutine, etc. Et je vais essayer de faire des réponses beaucoup plus courtes. Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention. Je voulais simplement vous poser une question un petit peu bête peut-être. La théorie complotiste est-elle en fait un choix par défaut? Merci. Alors non, c'est pas du tout une question bête. En fait, ce que je voulais expliquer, c'est que le choix complotiste, hein, pas la théorie du complot, mais le choix complotiste, c'est une stratégie délibérée. C'est-à-dire que l'individu, il sait très bien ce qu'il fait. Pendant un certain temps, on a pensé que les complotistes étaient des personnes qui souffraient de problèmes psychopathologiques. Il y a des études, notamment de psychiatres, qui disent que c'est une forme de démence, une forme de problème psychopathologique. On fait des liens, notamment dans ce cas-là, avec la paranoïa. En réalité, paranoïa et complotisme, ce sont deux choses différentes. Le paranoïaque pense qu'on lui en veut à lui personnellement, quand le complotiste pense que l'on en veut à son groupe d'appartenance. C'est pas à moi qu'on en veut, c'est à nous, les Bretons, par exemple. Donc ça, c'est le premier élément. Ça veut dire que celui qui va choisir de diffuser des thèses complotistes, il le choisit sciemment, il le choisit de manière délibérée. Et en fait, il le choisit comme une forme de revendication. Avec des collègues, on a parlé dans un article de signal social. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui me permet de me positionner et de revendiquer quelque chose. Sur les réseaux sociaux numériques, ça fonctionne extrêmement bien. Je vais pouvoir très vite retrouver des gens qui pensent comme moi, simplement à partir de cet affichage-là. C'est pour ça qu'on parle de signal social. Donc non, c'est une stratégie délibérée, une stratégie volontaire. J'ai fait un peu plus vite. Oui, alors moi je me félicite de votre aveu parce que vous avez quand même assimilé toutes les théories de lutte des classes à du complotisme. Et d'autre part, vous utilisez des notions sans jamais les définir. Sur le complot, vous ne le définissez jamais, et sur la science, vous ne la définissez jamais. Donc c'est une position très idéaliste, parce que la science, c'est quand même l'ensemble des scientifiques, et dedans, il y a des contradictions. Donc la science n'existe pas, elle n'a pas une voie unique. Nous avions ça au temps de l'Inquisition. Alors la science, elle fonctionne par consensus, et les médias font l'erreur souvent de présenter des oppositions dans la science, et donc font l'erreur de présenter pour le grand public l'idée qu'il y aurait des pour et des contre. Or, sur beaucoup de sujets, je n'ai pas dit sur tous les sujets, mais sur beaucoup de sujets, il y a 99% des scientifiques qui, à un instant T, pensent de la même manière à travers leurs études expérimentales, leurs données, et un petit pourcentage qui peuvent être en désaccord pour des raisons X ou Y. Or, si les médias présentent les pour et les contre, on l'a très bien vu avec l'exemple des vaccins notamment, le grand public a l'impression qu'il y a deux positions qui se valent, deux positions qui seraient en confrontation tout à fait logique ou naturelle. Ce n'est pas le cas, c'est rarement le cas dans la science. Ensuite, oui, je suis d'accord avec vous, je n'ai pas défini la science parce que ce qui m'intéressait là, c'était plus la désinformation et le complotisme. Mais pour le grand public, la science est la vision globale d'un fonctionnement de pensée à l'intérieur duquel se trouvent des scientifiques et c'est eux qui sont critiqués. Juste pour rappeler que la science est une production sociale selon des déterminants sociaux.
Vous avez vous-même dit que vous êtes payé par l'État. Hein. D'autres scientifiques sont payés par des entreprises. Je ne suis pas le seul, je pense, à être payé par l'État. Par des grandes entreprises. Il n'y a quasiment pas de possibilité financière dans la société pour mettre des réseaux qui n'appartiendraient pas à ces institutions ou à ces grandes firmes capitalistes de financer des chercheurs. Donc la science n'existe pas. Il y a bien des scientifiques qui sont d'ailleurs adoubés selon un modèle d'apprentissage d'une méthode, mais malheureusement, cette méthode, ils ne l'appliquent pas, puisqu'ils sont les premiers à se réjouir qu'il y ait, sur les réseaux sociaux entre autres, dans les grands médias, une censure. Alors ça va me permettre de rebondir sur un point. Ça va me permettre donc de rebondir sur un point que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais qui est important, c'est sur l'existence de complots. Je suis passé très vite, mais je n'ai jamais nié, je ne nie pas l'existence de complots réels, de complots avérés. Il en a eu dans l'histoire, il y en a actuellement, il y en aura demain. J'ai écrit avec un collègue, Sébastien Dieguez, un gros livre. On a écrit plus de 400 pages sur le complotisme. Vous le trouverez certainement dans des bibliothèques ou dans des médiathèques. Et dans ce livre, on a choisi d'écrire très distinctement tout un paragraphe en préface, en introduction, pour dire que nous, les deux auteurs, nous reconnaissions les scientifiques corrompus, les politiciens achetés, l'existence de complots. On reconnaît tout et tout, ça, il n'y a aucun souci. Mais, et c'est là ce qui nous intéresse, ce n'est pas parce que la CIA a été à l'origine de complots dans le passé que la CIA, aujourd'hui, est à l'origine de tous les complots. Ce n'est pas parce que des scientifiques ont été corrompus que tous les scientifiques sont corrompus. Que des scientifiques soient payés par l'État, en soi, ça n'est pas un problème. Bon, alors là, nous avons un désaccord. Le problème, il provient de l'interprétation qu'on fait de cette manière d'être financé. Pourquoi quelqu'un qui ne serait pas payé par l'État serait plus objectif que quelqu'un qui serait payé par l'État? Vous êtes à la retraite? Une autre question? Oui. Oui, je voulais essayer de mieux comprendre ces problèmes de positionnement et de posture, enfin de croyance et de posture. C'est-à-dire comment, je vois pas comment les stratégies de pre-bunking ou debunking peuvent fonctionner si les affirmations qu'on fait sont liées à une posture qu'on prend. Oui, je suis d'accord. En fait, vous avez donné la réponse à votre question. C'est-à-dire que le pre-bunking et le debunking ne fonctionnera pas sur le complotisme. Il ne fonctionnera pas sur l'idéologie. Il fonctionnera sur les théories du complot. Autrement dit, des gens qui sont confrontés pour la première fois à une désinformation du pre-bunking ou de debunking peut permettre d'éviter qu'ils adhèrent à cette fausse information. Et ça, déjà, je dirais que c'est beaucoup. Par contre, quelqu'un qui a une visée idéologique dans l'affirmation de la diffusion de cette thèse-là, que vous fassiez du debunking ou du pre-bunking, ça ne servira à rien. Parce que nous avons affaire à des militants. Il y a beaucoup de travaux aux États-Unis sur les démocrates et les républicains. C'est simple, aux États-Unis, on a une dichotomie, une opposition assez forte. On voit bien qu'ils peuvent très bien diffuser des informations qu'ils savent pertinemment fausses si ça va dans le sens de leur camp et si ça va à l'encontre du camp inverse. Donc là, évidemment, sur du complotisme, mais je le dirais plus largement, sur de l'idéologie, ça ne sert à rien de faire du debunking ou du pre-bunking. Et d'ailleurs, il faut même se poser la question sur l'intérêt d'en faire. Parce que, là j'irai dans le sens de monsieur il y a un instant, je vous parle de complotisme. Et si je vous parle de complotisme, c'est parce qu'il y a des conséquences, encore une fois j'insiste, politiques, sociales, environnementales, sanitaires, graves. Mais où on s'arrête dans les idéologies ? Qui ne voudrait pas changer des idéologies d'une population parce que ça n'irait pas dans son sens ? Là, il y a un modèle autoritaire qui peut prendre le pas. Donc il y a une vraie question qui est posée aux scientifiques et posée à la science, d'une conception morale de ces objets d'étude. Encore une fois, si on cherche à lutter contre le complotisme, ce n'est pas à lutter contre les complotistes, on cherche à lutter contre les conséquences du complotisme. Le fait que les gens ne se vaccinent pas pendant une pandémie, ça a des conséquences sanitaires sur l'ensemble de la population. J'avais deviné votre réponse là sur ça. Merci.
C'est un peu redondant avec la dernière question. Le rôle des sectes. Alors, je ne parle pas des petites sectes X ou Y, mais style scientiste. Pour moi, c'est une secte. Ce genre en fait, de façon de penser qui est quand même à grande échelle et qui sont dans tous les postes importants, que ce soit fonctionnaires, puisqu'il y en a, politiciens et tout et tout. Alors, premier élément, quand j'évoquais tout à l'heure l'espèce de voyage de radicalisation de la croyance, j'aurais pu utiliser un autre terme qui est celui d'emprise. Parce que ce que j'évoquais tout à l'heure, pour celles et ceux qui pourraient s'intéresser déjà depuis longtemps à des sectes, ça peut faire penser à l'emprise sectaire. L'emprise sectaire, c'est un processus graduel qui va amener des individus à radicaliser leur position. C'est-à-dire qu'au départ, en fait, personne n'est prêt à mourir, personne n'est prêt à donner tout son argent, personne n'est prêt à donner sa maison, personne n'est prêt à donner son corps juste à quelqu'un parce qu'il l'a demandé. Ce qui pourrait être un élément ultime dans une secte. Mais ce qui va se passer, c'est que les individus vont être au fur et à mesure, dans un processus graduel encore une fois, sous emprise. C'est-à-dire qu'au début, on va demander des petites choses. Au début, ça va être des petits éléments. Et au fur et à mesure, comme des escaliers qui se graviraient, on va être de plus en plus pris et ce sera de plus en plus difficile de faire marche arrière. Comme dans les théories du complot, le complotisme. Si vous adhérez à une fausse ou deux fausses théories, c'est pas très difficile de descendre de 2 marches. Si maintenant vous êtes dans une vision complotiste du monde, en gros vous êtes au premier étage, et ça va être très difficile de redescendre toutes les marches. Donc l'emprise sectaire ou les sectes fonctionnent de la même manière dans le sens où c'est un enfermement dans une forme de croyance. Sauf que dans la secte, souvent, bon, dans le complotisme aussi éventuellement, mais dans la secte, il y a souvent un intérêt mercantile de la part du gourou. Il y a un intérêt direct, c'est de récupérer de l'argent ou les corps des autres personnes, mais il y a un intérêt de cet individu-là. Dans le complotisme, on peut avoir des gourous, donc des gens qui sont producteurs de théories du complot, mais je dirais que ceux-là, ils sont finalement pas si nombreux. Et c'est moins les producteurs de théories du complot, je crois qu'il est parti, mais les producteurs de théories du complot à qui on peut opposer justement des réglementations, des lois et les contrôler. Rappelez-vous quand même la désinformation pendant la pandémie sur YouTube, sur Twitter, et grâce à un certain nombre d'États, eh bien, ils ont réussi à enlever un certain nombre de fausses informations. Ils ont réussi. Alors, c'est pas alors, vous pourriez croire qu'on s'est mis d'accord pour qu'il me donne le contre-exemple à chaque fois pour illustrer mon propos, et je vous en remercie, mais c'est pas le cas. Du coup, j'ai perdu mon idée, mais c'est pas grave. Et voilà. Non, j'ai complètement perdu mon idée. Faut pas. Ça marche là ? C'est une conclusion très scientifique. Oui, bonsoir. Je voudrais vous poser une question. N'y a-t-il, je suis un peu gêné à la suite de votre conférence parce que vous avez fait une belle démonstration sur le complotisme et puis les théories du complot en parlant un petit peu au départ de la science et en terminant à la fin par les scientifiques. Ok. Et moi, quand j'écoute votre conférence, à la fin, j'ai l'impression qu'il n'y a que 2 choix. En fait, un peu, c'est croire en la science ou être complotiste. C'est un peu ma conclusion de votre conférence. Et donc, je voudrais vous demander s'il n'y a pas une 3e voie. Est-ce qu'on peut remettre la science en cause sans être considéré comme complotiste, par exemple ? Et donc, pour histoire de continuer le débat sur les vaccins, moi, je suis infirmier. De toute ma vie, j'ai été infirmier. J'ai connu le scandale de la vache folle, les hormones de croissance, ça c'est de la médecine, le sang contaminé qui donnait le sida aux gens ainsi qu'aux enfants hémophiles, l'amiante et puis pour finir le Mediator. Donc, quand on vous sort après en quelques mois le vaccin anti-Covid, j'ai l'impression, sans être complotiste, surtout que je ne m'estime pas complotiste, je ne vais pas sur les réseaux sociaux, je ne connais pas ça. J'ai une vie normale. Je suis monsieur tout le monde. Et pourtant, j'ai eu un sérieux doute, que j'ai toujours d'ailleurs.
Voilà, sans être complotiste. Et je termine par une question, parce que ça c'était juste une remarque. Ma question c'est, comment expliquez-vous les scientifiques qui remettent eux-mêmes la science en cause? Comme par exemple, on a eu la semaine dernière 5 émissions sur Hubert Reeves sur France Inter, quand même, une chaîne qui se renseigne, donc qui raconte pas n'importe quoi. Donc quand on entend Hubert Reeves, il remet la science en cause. Et puis on a eu aussi dernièrement le témoignage de Monsieur Friedman, de René Friedman, et aussi, enfin bref, ça suffit. Ouais. Donc il y a des scientifiques qui remettent la science eux-mêmes en cause et qui arrêtent leurs recherches parce qu'ils estiment que finalement, la science, on se demande bien où ça va, quoi, et où ça nous mène. Et à l'échelle d'une vie, puisque vous avez dit tout à l'heure que les vieux étaient ceux qui étaient les plus susceptibles d'être complotistes. Je suis vieux, j'ai 66 ans, donc j'ai eu toute une vie derrière moi. Et bah oui, effectivement, je ne sais pas que je sois complotiste, parce que je ne m'estime pas complotiste. Cependant, j'ai quand même des sérieuses questions à me poser, parce que quand j'étais petit, on me disait que la science c'était vraiment formidable, c'était le progrès, qu'en l'an 2000, les voitures voleraient, etc. C'était vraiment, j'ai rêvé à ça, j'y ai cru. J'ai eu un bac S. J'ai cru à la science pendant bien longtemps, en fait. Sauf que maintenant, franchement, je m'en pose des sacrées questions, comme Hubert Reeves, comme Friedman et comme, je ne sais plus son nom, un troisième médecin qui a abandonné ses recherches. Et donc, à la fin d'une vie, je me pose aussi toutes ces questions, et je ne suis pas complotiste. Et je remets la science en cause en général. Voilà. Désolé d'avoir été long, moi aussi. Non, c'est aucun problème. C'est juste pour ma mémoire à court terme, pour moi, pour essayer de vous répondre à tout. Donc, c'est plus ma petite mémoire. Premier élément qui est effectivement un élément extrêmement important, où j'ai peut-être été trop vite. Ce n'est pas parce qu'on remet en cause la version officielle qu'on est complotiste. Ce n'est pas parce qu'on doute de la version officielle qu'on est complotiste. On le devient d'une certaine manière au moment où on ne doute plus de la version officielle, mais où on est persuadé qu'il y a un complot. Je vais vous prendre un exemple qui n'est pas lié au vaccin, excusez-moi, mais qui est Kennedy. Vous pouvez très bien, dans cette salle, douter de l'assassinat de Kennedy par Lee Harvey Oswald comme seul tireur. Si vous en restez là, ça ne fait pas de vous un complotiste, ça fait quelqu'un qui doute parce qu'il y a des éléments qui lui paraissent troublants, il y a des détails qui ne s'expliquent pas. Ça ne fait pas de vous un complotiste. D'un point de vue de définition, on indiquera que quelqu'un est complotiste s'il ne doute pas de la version officielle, mais s'il est persuadé qu'il y a un complot qui est à l'œuvre. C'est-à-dire que si vous êtes persuadé que la CIA a fomenté dans l'ombre l'assassinat de Kennedy, on vous définira comme complotiste. Si maintenant vous doutez de la version officielle, vous posez des questions, dans mon modèle initiatique, là, vous êtes dans les premières étapes, c'est ce que j'ai appelé le scepticisme sain. Moi aussi, je me pose plein de questions sur plein de domaines, mais un complotiste, la plupart du temps, il n'est pas sceptique, il est bourré de certitudes. Bourré de certitudes sur son explication du complot. Donc ça, c'est le premier point. Je pourrais certainement pas tous les citer, mais c'est juste parce que j'ai oublié. Le deuxième point que j'ai retenu dans ce que vous m'avez dit, c'est par rapport à des scientifiques. Cette idée que certains scientifiques reviendraient sur leur carrière, sur leur vie, remettraient en cause la science. Alors d'abord, je ne vais pas faire une psychanalyse de comptoir pour savoir pourquoi tel individu revient sur ces questions. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est plutôt ce qu'on appelle ces figures d'autorité. Par exemple, notre fameux Didier R, pour ne pas le nommer, grand professeur de médecine, grand défenseur de l'hydroxychloroquine et de la chloroquine pendant la Covid-19 comme médicament miracle. D'accord ? Il a été mis en avant, son CV impressionnant. Il a été mis en avant sa direction d'un IHU, c'est quand même des centaines de millions d'euros qu'il brasse. A été mis en avant sa carrière exceptionnelle, etc. Et on l'a utilisé, certains groupes l'ont utilisé comme un fer de lance d'une vision complotiste liée à la Covid-19, en disant que lui, il s'opposait au système. Alors, premier point, quand même, je vous rappelle que sa carrière, il la doit au système. Quand même, c'est un pur produit
du système. Et s'il en est arrivé là où il en est, c'est parce qu'il est parfaitement dans le système. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est quand il attaque les vaccins ou les médicaments en disant « ça va faire de l'argent ». L'idée que des firmes pharmaceutiques chercheraient à avoir de l'argent et de l'audience par rapport à cela. Personne ne remet en cause la question de son lien, lui, avec l'hydroxychloroquine. Pourquoi ? Si j'étais vraiment sceptique, si je me posais vraiment des questions, moi je me demanderais, mais est-ce qu'il n'a pas un intérêt, lui, à nous vendre ce médicament ? Est-ce qu'il n'a pas intérêt à faire ça ? Quand vous discutez avec quelqu'un qui adhère à une théorie du complot, petit truc, ne cherchez pas à discuter avec lui sur le contenu de la théorie. Vous allez perdre. Si quelqu'un est persuadé que l'homme n'a pas marché sur la Lune, ne cherchez pas à lui démontrer qu'il a tort, parce que lui ou elle a plus d'informations que vous sur cette question-là. Je prends l'exemple du 11 septembre, que j'aime beaucoup. Il m'est déjà arrivé d'avoir de longues discussions avec des personnes qui pensent que le 11 septembre, c'est une théorie du complot. Au passage, le 11 septembre, c'est bien un complot. Al-Qaïda, le terrorisme, ça, c'est du complot. Mais il y a une théorie du complot qui explique que le 11 septembre soit n'aurait pas eu lieu, soit aurait été fomenté par les Américains. Les personnes avec qui j'ai discuté à chaque fois de cette thématique étaient beaucoup plus renseignées que moi et fait que très souvent, j'étais bloqué dans la conversation. Parce qu'ils avaient lu le rapport de 400 pages, ils savaient que la tour B du machin, la température de la fusion de l'acier, etc. Donc, j'arrivais pas à discuter parce que très vite, ils prenaient le dessus dans le sens où ils avaient plus d'informations que moi. Donc, si vous êtes confronté à quelqu'un qui essaye de vous persuader qu'il a raison sur une théorie du complot, interrogez-le plutôt, ou interrogez-la plutôt, sur la confiance qu'il met dans ses sources. Parce que qu'il y ait des scientifiques corrompus, c'est vrai. Il y en a toujours eu, et je pense qu'il y en aura encore demain. D'accord ? Mais pourquoi Didier Raoult, lui, ne le serait pas ? Parce qu'après tout, si je pense que tous les scientifiques corrompus, il n'y a pas de raison que lui ne le soit pas non plus. Donc pourquoi je ferais confiance plus dans lui que dans un autre ? La question de la radicalisation de la croyance, c'est la question de la confiance, de la certitude qu'on porte à quelqu'un ou à quelque chose. Dernier point, vous avez évoqué toute une série de scandales. Le Mediator, le sang contaminé, etc. Je suis d'accord avec vous et je pense qu'il y en aura d'autres, qu'on va en découvrir d'autres. Ce n'est pas une raison pour autant de suspecter que tous les éléments auxquels nous sommes confrontés sont des éléments complotistes. C'est juste cet élément que je veux souligner. C'est pour ça que dans nos recherches, nous, en psychologie, en sociologie, en sciences expérimentales, en sciences comportementales, on ne cherche pas à savoir si le complot est vrai ou faux. On cherche à comprendre pourquoi les gens préfèrent une explication complotiste à une explication non complotiste. Peut-être que demain, l'explication complotiste deviendra la vérité. Mais ça, c'est un travail de journaliste, un travail de citoyen. Moi, ma question, c'est pourquoi vous, moi, confronté, imaginez, devant moi, j'ai plein d'explications religieuses, complotistes, hasard, scientifiques, politiques. Pourquoi je vais, sur certaines thématiques, choisir plus facilement la thèse complotiste à une autre. C'est ça que nous cherchons à comprendre de par nos études des interactions sociales, des groupes sociaux, de l'appartenance, etc. Et j'ai peut-être oublié des choses, mais... Allez, on va entamer les dernières questions. Bonsoir. Moi, j'avais plutôt une question sur les solutions que vous évoquiez à la fin, donc avec l'information en amont, comment chercher les informations, et notamment une question sur, du coup, les informations disponibles et l'accès à l'information, parce qu'on est dans un monde où il y a beaucoup d'infos qui passent tout le temps à la télé, sur nos portables, enfin partout, et ça va très vite, en fait, des fausses informations, des fake news circulent très vite. Et l'info, on va dire, validée par le plus grand nombre, a des fois du mal à venir en contradiction, alors qu'il y a beaucoup plus de scientifiques ou autre chose qui la valident. Est-ce qu'il y a quand même des pistes là-dessus sur cet accès à l'information ? Vous disiez tout à l'heure que des fois, à la télé, on nous montre deux publications scientifiques, mais il y en a une qui est validée à 99% dans le monde scientifique, et l'autre, c'est une toute petite partie des scientifiques qui la proposent. C'est bien de montrer toujours le côté, il y a peut-être deux solutions, mais ce serait bien, on nous dit rarement que quand même, globalement,
la solution qui est approuvée par 90% des scientifiques, c'est celle-là, même si l'autre existe et qu'elle a le droit d'exister. Il faut être méfiant et c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Mais est-ce qu'il y a des recherches sur cet accès à l'information et ces fake news qui circulent très vite? Oui, merci. Alors effectivement, d'abord, il y a des travaux qui montrent qu'une fausse information circule 2 fois plus vite qu'une vraie information. Elle est plus virale, elle est plus facilement accessible, tout simplement parce que souvent, elle repose sur l'émotion, elle repose sur l'aspect affectif. Donc, c'est plus séduisant qu'une vraie information. Et parfois, même quand on est corrigé de la fausse information, parfois, on ne la change pas. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait une photographie qui circulait où on voyait un éléphant qui tenait dans sa trompe un petit bébé lionceau, je crois, et qui était en train de l'aider à traverser. Il y avait une petite phrase qui disait « Regardez ce que les hommes, ce que les êtres humains ne sont pas capables de faire, les animaux, eux, sont capables de le faire. » D'accord ? Cette image, elle a très vite été débunkée. Et très vite, des journalistes ont dit « Mais c'est un montage, regardez, c'est faux. L'éléphant, je suis désolé, mais il n'a jamais tenu le lionceau. C'est un découpage, c'est totalement faux. » D'accord ? Et je me souviens de collègues, notamment, qui avaient mis cette photo sur leur page Facebook. Donc moi, je suis allé leur dire, hop, petit lien de Libération ou de je ne sais plus où j'avais trouvé l'info, en disant, regardez, c'est un montage, c'est faux. Réponse de mes collègues, ah oui, c'est vrai, merci. Alors, je reviens à la charge en disant, mais désolé, du coup, t'as vu, c'est faux. Donc, tu vas retirer la photo. Réponse, ah oui, mais non, parce que j'aime bien l'idée. Ok, donc tu as diffusé une information que tu ne savais pas fausse. On te dit qu'elle est fausse, tu la maintiens parce que tu aimes l'idée. En fait, c'est ça le début. C'est parce que j'aime ce qui est derrière que je vais le maintenir. Deuxième élément, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'infodémie. C'est la surconsommation, la sursaturation d'informations. Effectivement, avec nos téléphones, nos smartphones, etc., on est confronté à ça. Globalement, ce que je dis, je ne suis pas le seul à le dire, c'est qu'il faut arrêter de penser qu'il y a une solution unique. Il y a plein de solutions. Et c'est pour ça que toutes ces solutions, elles sont à plein de niveaux et que chacun doit, à son niveau, intervenir comme il le peut. Tout à l'heure, ils sont partis, mais les politiques doivent intervenir. Les politiques doivent intervenir. Les enseignants, le monde enseignant est mobilisé sur la question de l'éducation aux médias à l'information, sur la question de l'esprit critique. Au passage, s'il y a des enseignants dans la salle, je pense qu'ils l'ont toujours fait. Donc, on peut être surpris de cette nouvelle idée que l'éducation nationale devrait s'emparer de l'esprit critique. Elle l'a toujours fait, mais ils doivent le faire. Les journalistes doivent le faire. Chacun à son niveau, en fait. Et c'est simplement ces différents niveaux. On me demande parfois, est-ce que le fact-checking dans les journaux est utile ? La réponse directe, c'est en tant que tel, non. Mais, comme un élément parmi d'autres, oui. C'est-à-dire que pour ceux qui ont un doute, qui ne savent pas, le fact-checking est utile. Pour ceux qui sont persuadés, ça ne sert à rien. De toute façon, les médias sont achetés, ils sont à la botte des multinationales, des milliardaires, etc., etc. Donc c'est un petit grain, un petit élément parmi d'autres qui donne du sens et qui permet d'agir. Je crois que je n'ai pas tout traité, mais j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge ce soir. Non, je vais vous faire toute une petite remarque. Le monsieur de tout à l'heure a parlé de son grand âge, il a parlé de 60 ans. Quand j'étais au collège, 66. La science, c'était maths, physique, chimie, début des années 50. Et je peux vous dire que j'ai du mal à suivre parce qu'à chaque fois, je suis obligé de me dire, mais de quoi parle-t-il ? C'est pas scientifique. Voilà, il y a l'évolution du terme science qui, à mon époque, c'était uniquement les sciences exactes et qui maintenant s'applique à peu près dans tous les domaines. Alors ça s'applique uniquement dans les domaines qui utilisent la démarche scientifique. Si je prends le cas de ma discipline, la psychologie sociale, c'est une discipline expérimentale qui, un peu comme la comparaison que je vous ferai, c'est celle de l'agronomie. On utilise les mêmes outils, les mêmes statistiques qu'en agronomie pour savoir comment avoir pour savoir l'effet, par exemple, d'un facteur sur le développement des plants de tomates. En agronomie, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait 2 plants de tomates à peu près identiques. L'un, on le mettait à la lumière, l'autre dans l'ombre. Et on regardait ce qui se passait. En psychologie sociale, on utilise la même démarche. Sauf que je ne vais pas prendre des plants de tomates, je prends des gens. Et je vais prendre un groupe d'individus à qui je vais
pour qui je vais manipuler un facteur. Alors, ça ne va pas être la lumière, mais ça va être un facteur. Un autre groupe pour qui je ne vais pas manipuler ce facteur. Et s'il y a des différences entre les deux, toutes choses étant égales par ailleurs, mais comme mes plants de tomates, toutes choses étant égales par ailleurs, eh bien, s'il y a une différence entre les réponses du premier groupe et du deuxième groupe, grâce à l'aide d'outils statistiques, de mathématiques, eh bien, je définirai que cette différence n'est pas due au hasard, mais est due à mon facteur. Donc, c'est en ça qu'il y a des disciplines qui s'appuient sur une démarche expérimentale. Maintenant, je ne dirai jamais que la psychologie sociale est une science au sens de valeur de prédictibilité, enfin, elle ne peut pas prédire. Voilà, c'est ça, je vais y arriver. Mais elle a une tentation d'explication et d'interprétation du monde. Et pour terminer, on avait fait un relevé avec des collègues, je pourrais vous mettre dans les références cet article, une tâche d'évocation sur le mot science auprès d'une population représentative des Français. Et ce qu'on a effectivement dans les premières réponses, c'est mathématiques, physique, chimie, biologie. On a des grands auteurs aussi, Darwin, Pasteur. Et on trouvera très 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 loin la question des sciences humaines et des sciences sociales. Mais ce qui est assez logique, encore une fois, le stéréotype qu'on a toutes et tous du scientifique, c'est quelqu'un en blouse blanche avec des petits crayons dans la poche, qui est dans un laboratoire. Bonsoir. J'ai lu il y a quelques années le livre de George Orwell, 1984. Et donc, voilà. Et par exemple, au niveau de la forme, le visage qui apparaît sur votre... bon, voilà, c'est un visage assez iconique. Oui. Et les scientifiques que vous citez sont américains ou anglais. Donc voilà, je me dis, il y a quand même beaucoup de choses qui font 1984 en fait. Voilà. J'ai pas de réponse comme scientifique. Pas de réponse, mais donc il n'y a pas de... Vous êtes... En tant que scientifique, vous n'avez pas de réponse. Mais est-ce que... En fait, je pourrais vous répondre en tant que Sylvain Delouvet. Citoyen, qui réfléchit, qui a des trucs à dire sur plein de trucs, même s'il n'y connaît rien. Et là, je pourrais échanger avec vous sur 1984, sur Orwell, sur la politique, etc. Mais je sortirais de ma posture d'expert ou de spécialiste dans laquelle je suis ici, là, maintenant. Et je ne pense pas que mon avis personnel ou politique vous intéresse. Enfin, il est bien hein, quand même, on peut en discuter. Hein, mais, et c'est pour ça que je pense qu'il est parfois important. Mais le grand public, pas vous, hein, mais parfois, on l'a vu avec la pandémie, ont du mal à comprendre qu'un scientifique puisse dire « je ne sais pas » ou « ce n'est pas dans mon champ de compétences ». Et là, en l'occurrence, j'ai des choses à vous dire, mais rien par rapport aux études que j'ai pu mener ou à la lecture que j'ai pu faire d'articles scientifiques. Je ne sais pas si je suis clair. Si, c'est clair, mais... enfin, est-ce que la psychosociologie est... D'où vient cette matière, quoi. Merci de votre réponse. La psychologie sociale est une branche de la psychologie qui est située à l'articulation de la psychologie et de la sociologie, qui s'est institutionnalisée en France et dans le monde après les années 40. Il faut savoir que les sciences humaines et sciences sociales sont nées à la fin du 19e siècle. La sociologie avec Durkheim, la psychologie avec Freud du côté de la psychologie clinique, Ebbinghaus du côté de la psychologie cognitive. Il va falloir attendre tout le début de la première moitié du XXe siècle pour que ça s'institutionnalise. Et à partir de 1945, après la guerre, on a les premières chaires, les premiers départements de sciences humaines et sciences sociales en tant que telles, dont la psychologie sociale, la psychologie de développement, la psychologie cognitive. Et après, je peux faire un cours d'histoire de la psycho de première année. Mais voilà, donc c'est une discipline qui s'est constituée comme toutes les autres SHS au cours du XXe siècle. Alors je suis désolé pour les autres, plus que 2 questions, parce que le bâtiment ferme à 22h. Il faut qu'on aille dormir. Oui, j'ai trouvé très intéressant de parler
des différentes sciences, il y a aussi des sciences de l'information. Et je trouvais intéressant, donc vous avez parlé des mécanismes, des stratégies, et vous avez parlé de l'augmentation de la vision complotiste. Et vous avez juste évoqué à un moment, quand vous parliez des biais, des algorithmes. Et donc, peut-être, moi j'ai un biais, parce que je lisais Coulon et la guerre de l'information, et je travaille aussi au lycée sur ces notions un peu d'algorithmes. Il me semble qu'effectivement, ils évoluent très très vite, et je me demande si, effectivement, on ne va pas avoir un très gros accroissement des visions complotistes liées justement à ces outils. Voilà, donc je ne sais pas si vous vouliez en tout à dire fait. quelques mots. Alors, pour aller très vite, je disais tout à l'heure que Internet et les réseaux sociaux ont vraiment eu un impact très fort sur les croyances collectives, parce que au milieu du siècle dernier, pour qu'une théorie du complot se diffuse, il fallait du temps. Il fallait le bouche à oreille, il fallait le téléphone, il fallait le fanzine, il fallait l'écrit, il fallait du temps. Et puis pour constituer des faux, il fallait des compétences, des connaissances. Aujourd'hui, avec n'importe quel smartphone, avec l'aide de n'importe quelle intelligence artificielle, de je ne sais quel logiciel type application, type DALL-E ou que sais-je, ou Midjourney, etc., vous pouvez créer des faux qui sont plus vrais que nature. On l'a vu aussi avec ce qu'on appelle les deepfakes. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que les deepfakes. Les deepfakes, ce sont des vidéos qui paraissent vraies, mais qui sont en réalité totalement inventées. On a vu une fausse vidéo de Zelensky ou une fausse vidéo de Obama qui reprend la voix d'Obama ou la voix de Zelensky, son image, mais qui est en réalité totalement fausse. Et là, on imagine ce qui va se passer demain. Parce que jusqu'à maintenant, on pouvait encore parfois utiliser la preuve réelle en disant « mais non, mais regarde la photo. Là, tu vois, c'est pas vrai, c'est pas ceci. » Demain, quelle est la preuve? Quel est le niveau de la preuve? Ça a un impact aussi sur des questions juridiques, sur des questions légales. Et donc, je suis d'accord avec vous, alors pas les algorithmes en tant que tels, mais le développement de l'informatique, des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle vont mener un effacement encore plus fort entre fiction et réalité. Là où Trump, excusez-moi, mais je repense encore à ce grand philosophe, a parlé de faits alternatifs, où on est rentré dans une ère de post-vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du moment où on reconnaît un programme de pluralité de la vérité, il n'y a plus de vérité. Rappelez-vous, Kelly Conway, la conseillère en communication de Trump, qui expliquait devant les journalistes qu'il y avait eu plus de monde pour l'investiture de Trump que d'Obama. Quand les journalistes lui montraient les deux photos, en disant « mais regardez, ça c'est des photos prises d'avion, là c'est pour Obama, c'est rempli de monde, là c'est pour Trump, il n'y a personne ». Et Kelly Conway regardait les photos et disait « oui, je vois parfaitement, c'est votre vérité, moi j'en ai une autre. C'est votre vérité, j'ai une autre vérité. » Vous voyez qu'à partir de ce moment-là, on entre véritablement dans l'ère de la post-vérité. Donc je suis d'accord avec vous, ça n'augure pas de lendemain magnifique. Je crois qu'il y avait une dernière question. Oui. Bonsoir. Merci pour votre intervention. Alors j'espère réussir à formuler ma question assez clairement, parce que c'est vrai que j'ai réfléchi un petit peu, puisque je voulais la poser depuis un moment. C'est... Comment dire ? En gros, de savoir si les opinions, globalement, est-ce que par rapport à vos recherches, les opinions, vous trouveriez qu'elles se forgeraient dans un monde de plus en plus binaire ? En fait, nos propres opinions, nos propres croyances s'élaborent toujours en opposition à d'autres opinions ou à d'autres croyances. C'est-à-dire qu'on se positionne par rapport aux autres, quand bien même les autres ne sont pas existants d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on est toujours dans un effet de catégorisation sociale, eux et nous. D'ailleurs, quand je parle des complotistes, je ne devrais pas le dire comme ça, parce que ça laisse sous-entendre que les complotistes, ce sont les autres. En fait, ça peut tout à fait être nous. Le complotisme, encore une fois, c'est un continuum. Il n'y a pas nous et les autres. Je vous ai pris l'exemple à plusieurs reprises de votre belle-sœur ou de votre beau-frère en nous disant que c'est toujours plus facile d'accuser l'autre que soi-même. Donc toutes nos croyances, toutes nos attitudes, toutes nos valeurs sont toujours faites par opposition. Mais ça ne veut pas forcément dire binaire. L'opposition, elle peut se faire par rapport à plusieurs postures. Alors si on est dans des systèmes culturels, idéologiques, par exemple les États-Unis, qui d'un point de vue politique ont depuis des siècles, pas des siècles, mais depuis des dizaines et des dizaines d'années, tout misé sur une opposition extrêmement binaire,
alors qu'aux États-Unis, en fait, il n'y a pas que les démocrates et les républicains, hein, il y a d'autres partis, mais la plupart du temps, on n'en tient pas compte. On va forcer les gens à se positionner sur cette opposition, sur cette dichotomie. Mais en réalité, nos propres opinions ou valeurs s'élaborent simplement en opposition à d'autres et en similitude avec ceux avec qui on veut ressembler. On est des êtres, je terminerai par là, on va se faire mettre dehors. On est des êtres sociaux par essence. On ne vit pas seul. On vit avec d'autres, on a besoin de l'appui des autres, on a besoin de l'appartenance à des groupes. Quelqu'un qui devient complotiste, qui devient anti-vax dans sa famille, qui est rejeté par sa famille, va retrouver une autre communauté, une communauté de complotistes ou d'anti-vax. Mais il ne va jamais se retrouver seul, on ne va jamais se retrouver seul. Et voilà, je terminerai sur cette phrase. Ne nous retrouvons pas seuls. Votez pour moi, je ne sais pas, un truc comme ça. Merci beaucoup.